7e journée de la 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin. J'ai l'honneur de présenter très respectueusement mes salutations à l'ensemble des commissaires qui sont connectés et qui constituent le quorum conformément à notre règlement intérieur pour que nous démarrions la session d'aujourd'hui. J'ai également l'honneur de saluer les membres du secrétariat qui nous assistent et l'honneur aussi de saluer les interprètes qui travaillent en cabine pour nous permettre de communiquer dans les 5 langues qui sont actuellement officialisées au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'agenda d'aujourd'hui, nous allons commencer tout à l'heure, tout de suite là, 9h heure de Banjul, par un panel sur la prévention sur le changement inconstitutionnel de gouvernement en Afrique, le rôle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Après, nous aurons à écouter quelques rapports d'activité. On n'en a pas encore fini avec les rapports d'activité. Aujourd'hui, ça sera la présidente du groupe de travail sur les droits des personnes âgées, des personnes vivant avec handicap en Afrique. Et puis, nous aurons le rapporteur spécial. On va écouter aussi le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Après la pause, nous continuerons avec la situation des droits de l'homme en Afrique. Et ensuite, il y aura un autre panel l'après-midi sur le 10e anniversaire de la feuille de route d'Addis Abeba, Addis Abeba Roadmap. Il y aura un panel sur la commémoration de ce 10e anniversaire et nous finirons encore par les situations des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme sur le continent africain. Hier, j'avais demandé à l'Érythrée, qui avait demandé un droit de réponse à son Excellence Binam à tout moment lorsqu'ils estimeront qu'ils sont en capacité de devoir le faire, de se signaler auprès du secrétariat pour que nous leur accordions 7 minutes de droit de réponse par rapport à leurs préoccupations d'hier. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ainsi le premier point qui est inscrit à notre agenda. Il s'agit du panel sur le changement inconstitutionnel ou anticonstitutionnel, selon l'expression que l'on souhaite, de gouvernement en Afrique et le rôle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les commissaires se souviendront que j'avais été à Accra moi-même, participer à un séminaire qui avait été organisé, à une rencontre qui avait été organisée par le Conseil de paix et de sécurité sous le leadership de l'ambassadeur Bankole Adeoye. Et le commissaire Derso était également invité en tant que commissaire à ce changement inconstitutionnel de gouvernement en Afrique. L'importance de cette thématique a été telle que, et j'avais déjà dit au commissaire Derso, avec qui nous avions échangé, qu'il est bon que nous puissions aussi reprendre ce panel ici chez nous pour que nous puissions partager les idées qui étaient là avec d'autres, parce que c'est un problème très, très important. Comme j'ai l'habitude souvent de le dire, l'Afrique que nous voulons, qui est le titre de l'agenda 2063, en tout cas, ce n'est pas celle que nous avons pour l'instant. Sinon, il n'y aurait pas cet agenda. L'Afrique que nous voulons n'est pas celle que nous avons, mais celle que nous aurons demain va dépendre de ce que nous créerons aujourd'hui et ce que nous faisons aujourd'hui. La majorité des démocraties en Afrique, dans notre continent, sont malades. Il faut qu'on le dise clairement, la majorité des démocraties sont malades. Malades de quoi? Des coups d'État et des coups de force. Toutes. En tout cas, il n'y en a pas qui est à l'abri, sont menacées de déstabilisation. Elles deviennent, les démocraties en Afrique, comme des espèces rares menacées d'extinction. Il faut les protéger. Il y a nécessité de les protéger. Personne n'est à l'abri. Même la plus grande démocratie du monde, les États-Unis d'Amérique, ne sont pas à l'abri d'une déstabilisation par changement inconstitutionnel de gouvernement ou de régime. Pensez à l'assaut du capital du 6 janvier 2021. Nous sommes contemporains par rapport à cette activité. Nous avions tous vu comment le siège du pouvoir des États-Unis avait été investi par des gens qui pensaient que par cet acte, ils pouvaient changer de gouvernement, de régime politique aux États-Unis. Nous avons déjà au niveau de l'Afrique apporté des réponses par rapport à cela. Il y a déjà un cadre normatif. Les panélistes vont revenir sur ça, un cadre normatif assez important. Les panélistes vont répondre sur ça. Mais malgré les réponses que l'Afrique a déjà apportées à cette question de changement constitutionnel de gouvernement,
En français, on dit CAG, mais en anglais, on dit UCG, Unconstitutional Change of Government. Malgré cela, il y a des États qui ne s'empêchent pas d'aller vers cette voie. Pas les États, mais il y a des individus au sein des États qui ne s'empêchent pas d'aller vers cette voie-là. La Guinée, malgré le fait qu'elle a ratifié la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance, depuis 2021, a fait l'objet des changements constitutionnels de régime. Le Mali a ratifié en 2013, mais il y a eu coup de force. Le Soudan l'a ratifié également en 2013, il y a eu coup de force. Le Burkina Faso l'a fait en 2010, il y a eu des coups de force. Même les pays qui ne l'ont pas encore fait ne sont pas à l'abri. Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir certifier cela, mais on a entendu qu'il y a eu une tentative de coup d'État dans un grand pays en Afrique centrale, comme la République démocratique du Congo, tel que la presse l'a relayé. Il y a eu également tentative en Guinée-Bissau. Bon, on sait que la République démocratique du Congo n'a pas encore ratifié, mais elle a signé en 2008. Mais la Guinée-Bissau a ratifié cette charte en 2011. J'ai le plaisir, en tout cas, pour ne pas monopoliser la parole, d'inviter le premier intervenant. Nous avons obtenu l'accord de son Excellence ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, de devoir participer à ce panel, mais hier on m'a informé qu'en raison de son agenda, il a envoyé un délégué qui pourrait le représenter à ce panel. Est-ce que le délégué qui représente son ambassadeur Bankole Adeoye est connecté? Étoile? 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 I don't believe they are connected yet. We don't see them. Do you have someone who will talk on behalf of Ambassador, His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, or not yet? Not yet. We don't see them connected. Ok, mais quand ils seront là, quand ils seront connectés, faites-nous signe pour que celui qui va représenter l'ambassadeur Bankole Adeoye puisse se connecter. Sans plus tarder, je vais passer la parole au second intervenant, qui est l'honorable commissaire Solomon Ayele Derso, point focal au niveau de la commission sur toutes les questions qui concernent les droits de l'homme dans les situations de conflit. Vous savez que chaque fois qu'il y a un changement constitutionnel de régime, ça engendre un conflit interne. Et le commissaire Ayele Derso est bien placé pour prendre la parole dans le cadre de ce panel. Commissaire Derso. Commissaire Derso. J'ai vu le commissaire Derso tout à l'heure en ligne. Ah oui, il est là. Commissioner Derso. I'm here, Chair. You have the floor, sir. Normally, you have 5 minutes, but I know that you will manage. Even if you make 6 or 7, I know that you will conclude very quickly. You have the floor, sir. Thank you very much, Chair, for giving me the floor. I would like to start off by extending my greetings to all of you, honored members of the Commission, colleagues, staff of the Secretariat, our interpreters, distinguished delegates of states parties to the African Charter on Human and People's Rights, as well as other distinguished participants of this 71st Organization of the African Commission on Human and People's Rights. Special greetings to those of you who are fasting in these holy months of Ramadan. Thank you very much, Chair, for also setting the background to this panel. Indeed, I very much welcome the convening of this panel, as it is very timely in so many respects. As you said, we have experienced quite a very dramatic spike in the occurrence of one form of unconstitutional change of government, particularly what we call military coup d'etat. And in the course of a period of about 9 months, we have seen the militaries of 5 countries taking over power unconstitutionally. These range from Mali to Burkina Faso to Guinea to Sudan to Chad. These are the countries where successful military coups took place. But military coups are not the only forms that unconstitutional change of government takes. The chair makes reference to the African Charter on Democracy, Elections, and Governance, which is one of the
legal instruments of the African Union that was adopted in 2007, came into force in 2012. And this African Charter on Democracy, Elections and Governance, specifically under Article 23 of this charter, outlines the 5 situations that constitutes what it calls unconstitutional change of government. And one of them is coup, but the other and most important ones include extension of term limits, for example, by those who are in power, and rigging of elections and refusal to hand over power after being defeated by election. These are some of the situations that constitute what we call unconstitutional change of government. I would like to submit, Chair and colleagues, that unconstitutional change of government is one of the norms of the African Union, which is actually entrenched in the grand norm of the African Union, which is the Constitutive Act of the African Union. If you look at the Constitutive Act of the African Union, under Article 4 of the Constitutive Act, it rejects unconstitutional change of government, and then it goes on to provide, under Article 30 of the Constitutive Act, that any government that comes to power through unconstitutional means would lead to the suspension of that country from the African Union. And it's important to note that this entrenching of this ban on unconstitutional change of government in the AU Grand Norm is premised on the Lome Declaration of 2000, which basically outlines what constitutes unconstitutional change of government, preceding the African Charter on Elections, Democracy, and Governance. This was adopted in 2000, almost around the same time as the AU was established. As you recall, it was in 2000 that the Constitutive Act of the African Union was adopted. And Chair and colleagues, I think I would say that even without these legal instruments, under the African Charter on Human and People's Rights, as far back as 1980, unconstitutional change of government would not be consistent with the rights and freedoms enshrined in the African Charter. So unconstitutional change of government can be considered as a violation of the African Charter on Human and People's Rights, whatever form this unconstitutional change of government takes. That is why in the study that we did on human rights in conflict situations, the issue of unconstitutional change of government is also included in that study, which I had the privilege of leading in my capacity as chair, you mentioned, of focal point on human rights in conflict situations. Now, one thing that is important to ask is, why are we having this level of unconstitutional change of government? It's important to bear in mind that if you look at Guinea, for example, Guinea changed its constitution to extend the term of office of its president in 2019-2020. And it conducted election, supposedly, quote unquote, democratic elections only in 2020, only to run into a military coup d'etat in 2021. In less than a year of the conclusion of the election, it experienced a coup d'etat. And this tells us stories about the circumstances that created the perpetration of the coup. And when the coup happened in Guinea, the public celebrated on the streets of Guinea-Conakry. The public that was supposed to democratically elect that same government celebrated when that government was overthrown by the military. So it's important to first consider that rights issues, human rights issues, set the background or the context for the perpetration of military coups. It is the absence of and lack of respect for human and people's rights that create the conditions for the perpetration of military coups. And it's important to note that where you don't have
both formal political and legal institutions and non-state platforms that enable members of society to air their grievances, to have their voices heard. What you end up having is a society whose voice is stifled, a society that withdraws its support for the government, a society that is willing to actually push for and even facilitate the occurrence of military coup. So if you look at Guinea, you ask yourself whether or not the institutions that are supposed to give effect to the African Charter were effectively functioning. Because Article 1 of the Charter specifically says member states oblige themselves to give effect to the rights and freedoms in the Charter, including through legislation and institutional measures. This is important, and that was absent. That is why we have this situation. The rights, when unconstitutional change of government also happens, rights are affected enormously. Because when a coup happens, the first thing that the military junta does is to suspend the constitution altogether. When the constitution is suspended, all the institutions that are meant to give protection to rights in the African Charter would cease to operate. And that creates an enormous vacuum for the perpetration of human rights violations of all kinds. So we would see when, for example, elections are rigged, what we would see is a violation of Article 13 of the Charter, a violation of Article 20 of the Charter. When military coup happens, a range of rights, including civil and political rights, the right to freedom of assembly, association, freedom of the press, as well as socioeconomic rights, would be affected because of the suspension of certain activities and indeed the closure of institutions such as schools, for example. It's important also to remember when these unconstitutional changes of government happen, whatever little rule of law that was existing previously would actually cease to exist. Now, it's important that the role of the African Commission comes into existence or comes into picture on account of both the conditions that create the occurrence of unconstitutional change of government. And today, we have witnessed in Africa a very worrying backslide in democratic governance in respect for constitutional rule. And this sets the background. And we have a role at the African Commission through Article 5, through Article 7, through Article 26 of the Charter to ensure the promotion of rule of law and constitutional governance. And it is within that context that our role comes in. Similarly, because unconstitutional change of government affects human rights, we also have a role to play when these things happen to call attention to the measures that need to be taken in order to ensure that rights violations are not perpetrated when unconstitutional change of government happen, and measures are taken to reverse the occurrence of unconstitutional change of government. Of course, it's important to remember that the occurrence of unconstitutional change of government can also be used as an opportunity for proposing and initiating reform measures, legislation reform, institutional reform, policy reform that would adequately give solid protection and create conditions for the promotion and enjoyment of human and people's rights through, for example, ensuring separation of powers. Thereby, the executive body wouldn't have so overwhelming power that completely renders the role of the legislature and the role of the judiciary. That we have an environment, a legal and political environment that is respectful of the right to civil society organizations, freedom of the press, because these are the mechanisms through which members of society would be able to air their grievances, to have their voices heard. And when members of society have their voice heard, their rights respected, they wouldn't at all
allow the occurrence of unconstitutional change of government. They wouldn't celebrate when the military takes power. So, Chair, finally, I would like to propose that as an outcome of this panel, that our commission may consider to make a submission as part of the preparation for the extraordinary summit that is going to take place in Equatorial Guinea, Malabo, at the end of next month, as part of our contribution, particularly for the human rights dimension of unconstitutional change of government. And this we can do either through the adoption of the resolution or through the submission of a memorandum to the African Union Commission through Commissioner of Political Affairs, Peace and Security, His Excellency Ambassador Bankole Adewoye. And of course, I think we should continue to monitor these situations, particularly those where we have major threats to the rights of citizens, such is the case, for example, in the context of Sudan, where we have an incredibly protracted protest movement, which faces incredible level of repression from the government. Thank you very much, Chair. Voilà, j'étais en train de chercher le curseur de... J'étais en train de chercher le curseur de mon ordinateur. Merci beaucoup, commissaire Derso. Merci aussi pour la proposition que vous faites à la fin. Nous vous en sommes en tout cas gré pour ces développements qui sont très importants. J'annonce que le commissaire, l'honorable commissaire, l'ambassadeur Bankole Adewoye, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, est parmi nous. Il souhaite prendre la parole quand les autres panélistes auront fini. Comme on a des contraintes de temps, je vais demander simplement aux autres panélistes de se limiter dans les contraintes du temps pour qu'on ne le retienne pas longtemps en raison de son agenda qui est trop chargé. Merci beaucoup, commissaire Derso, pour ces propositions qui sont très, très, très importantes. On va y travailler ensemble pour voir comment on va faire avancer cette cause de l'avant au sommet qui arrive avec une résolution ou un mémorandum. Je vais maintenant passer la parole à l'ambassadeur Salah Sidi Gamad, qui est le chef intérimaire du secrétariat de Aga-Absa. Il est bien au courant de toutes ces questions sur le changement inconstitutionnel du régime. Il a également une lecture à faire par rapport à ces thématiques. Monsieur l'ambassadeur Salah, vous êtes le bienvenu et je vous donne la parole. Théoriquement, pour 5 minutes, je sais que vous avez une grosse capacité de synthèse et que vous allez y arriver. Vous avez la parole, ambassadeur. You have the floor. Thank you very much indeed, Your Excellency, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioners, my own boss, Commissioner of Political Affairs, Peace and Security, all protocol duly observed. It's a bit difficult for me to be in the same panel with my Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, who is the mandate holder, of course, of issues related to unconstitutional changes of government. But I have been informed yesterday that I'm a member of this panel and that I will be focusing on stakeholders' responsibility in promoting effective governance through constitutionalism, rule of law, and human rights. So as requested by the chairperson of the commission, I will be very brief and I will limit my presentation to 5 minutes. But let me begin by acknowledging the introduction that was made by His Excellency the Chair, as well as the Honorable Commissioner, Commissioner Solomon Dereso. Indeed, unconstitutional changes of governments in Africa are evolving around the issue of governance deficit, which remain the main reason for political instability in Africa. But when we are talking about a governance deficit, I think we need to really go a bit deeper to indicate what we really mean by governance deficit. From my own
point of view, I believe that the governance problems on the continent revolve around the management of states, and of course resulting from lack of leadership to properly manage economies, diversities, as well as political inclusion. So with lack of management of economies, diversities, and political inclusion, we always find ourselves in the dilemma or the phenomena of the unconstitutional changes of government. Last year, more specifically, our continent witnessed a surge of unconstitutional change of governments in many parts of our African continent. And by looking at the number of unconstitutional changes of government that took place, we of course see that the military in many cases intervened because of the failure of the political leaders to manage the governance affairs in each and every member states. In addition to that, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we see that other new reasons are also emerging. And of course, these reasons are evolving around social injustice, as well as the lack of the delivery of public service, as well as the lack of social programs to address poverty, unemployment, especially among youth. And we all know that the youth population is the majority in Africa, and also the majority in all African member states. Africa is a young continent, and therefore issues related to the youth are quite important, especially when it comes to lack of employment, lack of education, and poverty. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the stakeholders' responsibility that is needed to prevent more unconstitutional changes of governments from happening in Africa is evolving around the role of the African Union as the continental organization, but also all other organs with governance and human rights mandate that are members of the African Union, as well as the regional economic communities, and of course, the governments at the national level. We should not also exclude the role of civil society, the role of media, the role of academia, the role of religious and traditional leaders, and of course, the role of women in particular, and youth. The African Union, Excellencies, ladies and gentlemen, promoted a number of instruments that are promoting constitutionalism, rule of law, and human rights. Let me begin by stating or indicating that the Constitutive Act of the African Union is one of the major instruments that are advocating for good governance, democracy, and rule of law in Africa. The Constitutive Act, in its Article 3 and 4, and many other articles, clearly highlight the need for good governance, democracy, and rule of law. But also we have a number of other instruments that are also advocating for the same purpose, including the African Charter on Democracy, Elections, and Governance, the African Charter on Human and People's Rights, the African Charter on Decentralization and Local Governance, and the African Charter, the African Convention against corruption in Africa. So these are a number of instruments. And if we see that many of these instruments touch on the promotion of good governance, democracy, and rule of law, as well as human and people's rights, I will focus on a number of issues that need to be addressed by the stakeholders as responsibilities at national, regional, and continental level to avoid or to prevent more coup d'etats and more unconstitutional changes of governments from happening
on the continent. One, there is really need to make sure that all of these instruments are ratified at the national level, ratified, domesticated, and implemented. Number two, there's also need for the involvement of all stakeholders to create civic education and to develop a curriculum that will address civil education at the national level. And by the involvement of civil society, media, and academia, religious and traditional leaders will ensure that the civic education system is promoted. There is really need also to fight corruption at all levels. And corruption in many cases became one of the main reasons, in fact, for the intervention of unconstitutional changes of governments. The manipulation of constitution is also becoming one of the reasons, and there is really need, I think, to promote also constitutionalism, which is different from constitutional elements. Constitutionalism is more awareness of what the Constitution is all about, and certainly that could also be done through civic education, as well as involvement of the government in educating and raising awareness about the constitutions that are adopted at the national level. Excellencies, ladies and gentlemen, in the last few seconds or few minutes of my presentation, I would like to focus on the African Charter on Democracy, Elections, and Governance, which is one of the main instruments that the African Union is currently promoting for universal adoption by all member states as a tool to ensure the promotion of good governance, democracy, and rule of law at the national level. This charter, which was developed or adopted in 2007 and came into force in 2012, is one of the unique jurisprudence that has been promoted and developed and introduced by the African Union. And we really hope that through the work of the African Commission on Human and People's Rights, there will be call on member states to universally ratify this very important treaty. The reason for this treaty is the fact that this treaty is advocating for the promotion of democracy, good governance, and rule of law at the national level through different provisions and different elements that are in the provision of this important treaty. In addition to that, this African Charter, which is known as ACDEC, is also focusing on the inclusion or the participation of citizens in the governance affairs, which is an element that is extremely important to ensure the involvement of the African citizens in the governance affairs at the national level. In addition to that, there is, of course, a room for the participation of civil society, academia, and media in the promotion of good governance, democracy, and rule of law through the involvement of these entities in the governance affairs at the national level as well. The African Charter also clearly indicate that there is need to respect terms in office that are highlighted in the national constitutions. And of course, this is also one of the issues that also might lead to unconstitutional change of governments at the national level. In conclusion, Excellencies, ladies and gentlemen, the unconstitutional changes of governments in Africa are becoming more serious, in fact, in the recent times, simply because, again, of the governance deficits that many African countries are facing at the national level. And therefore, as a recommendation on the way forward, the African Union and other stakeholders, including RECs and regional economic communities and members of the African Union, the African Commission on Human and People's Rights, and others, should really try to work and support our member states technically to strengthen democratic institutions. This is really an important part of the process by trying to support the public participation in local governance, strengthening women political representation, women and youth, and also the role of media, as well as
building strong governance systems and institutions that will prevent unconstitutional changes of governments at the national level. My second recommendation is improving service delivery. We need to all, as the stakeholders, work together with member states to make sure that education is provided, health services is provided, social entitlement to promote social inclusion is also provided. And of course, this could only be done through the promotion of good governance and also decentralizations of governance and the promotion of local governance at the local level. Also, there's really need to make sure that the rule of law is promoted and upheld, and that, of course, through the implementation of civil rights across the board, and also through legal and policy reforms that could assist in, again, building very strong institutions, and also by the implementation of the rights to effective remedy and redress for the victims of any torture and any conflict, and of course by respecting the constitution and promoting constitutionalism at the national level. With that, I will stop, and I thank you once again for inviting me to be part of this important panel. Thank you very much. Merci beaucoup, ambassadeur Salah Hamad, pour votre contribution que nous apprécions énormément. Je vais maintenant passer la parole au docteur Ibrahim Khan, le chef de programme plaidoyer auprès de l'Union africaine. Il est du bureau régional Afrique de Osiwa. Ibrahima. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci surtout d'avoir voulu nous associer en tant qu'élément de la société civile à cette importante conversation sur le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Je sais, Monsieur le Président, que nous avons des contraintes de temps, donc je vais aller à l'essentiel. Et en allant à l'essentiel, je vais essayer de me concentrer sur 3 points qui me paraissent importants dans l'analyse de ce concept ou dans l'analyse de ces problèmes de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Si vous jetez un coup d'œil sur le continent et ce qui s'est passé depuis les années 60, on remarque que le changement anticonstitutionnel de gouvernement est intrinsèquement lié à la nature de l'État postcolonial africain. Chaque fois que l'État postcolonial africain a essayé de se transformer, de se prendre totalement en charge, il y a eu, de la part parfois des anciennes puissances coloniales ou des liens qu'ils ont avec des sociétés, entreprises privées, un effort pour faire en sorte qu'un changement se fasse dans le sens du maintien des relations asymétriques que nous avions avec les États. Prenez le cas de votre pays, Lumumba en 1960, Thomas Sankara au Burkina Faso, le Ghana avec son premier président, Modibo Keïta au Mali, pratiquement toute une grande partie de ces changements anticonstitutionnels de gouvernement ont un lien intrinsèque avec cet état de type colonial. Et c'est cet état de type colonial qui continue de violer de manière vraiment ahurissante les droits de la personne humaine. Et c'est grâce à ce système que l'on continue de gérer des situations difficiles. Et cela m'amène à penser que tant qu'on gardera ce type d'État, tant qu'on gardera ce type de rapport avec les anciennes puissances coloniales, on aura toujours des situations comme celle du Mali, des situations comme celle de la Guinée et autres, parce que derrière ces changements anticonstitutionnels de gouvernement, pour la plupart, il y a aussi ces questions de relations entre l'ancienne puissance coloniale et tous les problèmes qui s'y ajoutent. Ça, c'est vraiment le premier problème que je voudrais mettre en exergue. Le deuxième problème, monsieur souligné, l'ambassadeur Salah l'a souligné, le cadre juridique qui a été mis en place, en fait, qui commence depuis 1999 avec la décision des chefs d'État à Alger de rendre le changement anticonstitutionnel de gouvernement, en tout cas, une situation
qui mérite une réaction très nette de la part de l'OUA d'abord et de l'Union africaine après. Ce changement anticonstitutionnel de gouvernement, le concept a énormément évolué. Si je prends aujourd'hui l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance que vous tous avez cité, il y a des situations en Afrique qu'on peut assimiler à des changements anticonstitutionnels de gouvernement et qui ne sont pas prises en charge par ce texte. Prenez la situation actuelle dans un pays comme la Tunisie, où on a un président qui, comme César, décide d'être la seule personne en train de gérer le pays et qui transforme le pays alors que la constitution tunisienne pose les règles d'un fonctionnement régulier d'un État démocratique qui n'est pas respecté. Et sur cette question, jusqu'à présent, on n'a pas entendu l'Union africaine réagir ou l'Union africaine agir. Et pourtant, les populations se mobilisent, les populations se battent, il y a énormément d'actions qui sont prises au niveau local sans que cela ne soit. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans le contexte africain que nous connaissons tous, et vous avez fait allusion, qu'est-ce que c'est un coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu? Je vous donne juste l'exemple de la Guinée-Conakry qu'on a souligné tout à l'heure. Peut-on dire que le dernier gouvernement de Alpha Condé est un gouvernement démocratiquement élu lorsque l'on sait que lui-même a tripatouillé la Constitution pour se maintenir au pouvoir? En plus, on a vu, même du point de vue, en tout cas de l'analyse de l'Union africaine, des évolutions dans la perception du changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le printemps arabe a été considéré, malgré les coups d'État qui sont survenus dans ces pays, comme n'étant pas une situation qui est assimilable à un changement anticonstitutionnel de gouvernement du fait, en tout cas, de la mobilisation des populations contre les gouvernements. Même si les militaires ont pris le pouvoir, on a considéré que ces situations ne pouvaient pas être assimilées à des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pire, dans un pays comme l'Égypte, l'auteur du coup d'État est devenu président de la République malgré une disposition de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dit, et je cite article 25, paragraphe 4, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution du pouvoir de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Sisi a pris le pouvoir, aujourd'hui il est le président de la République. Donc, vous voyez que aujourd'hui même, le concept de changement anticonstitutionnel du gouvernement doit connaître vraiment une évolution et j'espère que la réunion qui va se tenir à Malabo le mois prochain va vraiment être l'occasion de repenser tout ce système de changement anticonstitutionnel du gouvernement parce qu'il ne permet pas, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui consigné dans les textes africains, il ne correspond pas à la réalité du continent. Et tant qu'il ne correspondra pas à la réalité du continent, il ne permettra pas de bien gérer les situations. Et le dernier point que je vais souligner, c'est lié à cela, c'est la gestion du changement anticonstitutionnel de gouvernement par nos organisations régionales. On a beaucoup glosé sur l'action de la CEDEAO lorsque la CEDEAO a pris des mesures énergiques contre le Mali, allant jusqu'à, comme diraient certains, asphyxier économiquement le Mali pour permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Cette situation appelle, de mon point de vue, un certain nombre de considérations. Ce que la CEDEAO a appliqué, c'est des textes que la région elle-même s'est donnés pour gérer ce genre de situation. Et donc, si la région s'est donné ces règles-là, c'est que ce sont des règles qui sont capables d'aider à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Beaucoup de critiques ont été formulées sans pour autant nous donner une claire indication de ce que doit être l'attitude
à adopter par rapport à cette situation. Je pense qu'il est important dans ce genre de situation, si l'on veut que le rôle des militaires soit un rôle de protection de nos territoires et non un rôle de gestion de nos États, qu'il faut qu'un certain nombre de types de sanctions soient appliqués. Et ce qui est caractéristique de notre continent, c'est que autant une communauté économique régionale comme la CEDEAO arrive à appliquer ces normes, mais une organisation comme l'Union africaine n'arrive pas à appliquer ces mêmes types de règles au niveau continental. Ça également, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça donne l'impression que sur le continent, il y a parfois des situations de deux poids, deux mesures qui ne sont ni dans l'intérêt des États, ni dans l'intérêt de nos populations, parce que ce que nos populations veulent, c'est une meilleure gestion de l'appareil d'État, c'est une meilleure protection des droits de la personne humaine, c'est une meilleure protection de la vie et de la dignité humaine, que ces situations-là ne permettent pas de gérer. Donc, vous verrez, Monsieur le Président, que dans le contexte qui est le nôtre, le changement anticonstitutionnel du gouvernement pose plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions aux situations que nous vivons. Et c'est donc vraiment, je suis vraiment heureux que ce genre de questions soit posées ici pour qu'on puisse vraiment aider à la recherche de solutions. Et je suis heureux de savoir que la Commission africaine va participer à cette réunion. Et un des points sur lesquels j'insiste, que j'aimerais vraiment insister comme contribution de la Commission africaine à ce débat-là, c'est vraiment revisiter le concept de changement anticonstitutionnel de gouvernement pour prendre en charge toutes les situations que le continent connaît actuellement et qui vraiment ne contribuent pas à une meilleure protection de la vie et de la dignité humaine sur notre continent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture de la société civile que donne Ibrahim Akan, qui plaide en tout cas pour le changement de la charte africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance, pour que certaines situations non prises en charge, notamment par l'article 25 par exemple, puissent être prises en charge, parce que comme l'a dit Derso, le commissaire Derso, l'ancien président Derso, il y a des situations qui ne sont pas prises en charge effectivement, parce que ça ne se limite pas simplement au coup d'État militaire. Il y a d'autres aspects qui sont là. Le troisième mandat que les chefs d'État s'accordent, le fait que même des présidents élus finissent par refuser de céder le pouvoir alors que les résultats électoraux ont donné des résultats qui les poussent à le faire. Il y a beaucoup d'autres cas de figure qui nous poussent à penser que le fraude électorale, par exemple, le fraude électorale, comme a dit le commissaire Derso aussi, ce sont des situations qui ne sont pas prises en charge par cette charte et qui nécessitent une réflexion profonde, un protocole peut-être additionnel qui pourrait modifier cette disposition et inclure les autres modalités qui ne sont pas reprises là-dedans. Et peut-être aujourd'hui, on peut dire une interprétation extensive en attendant cette révision constitutionnelle et la voie vers laquelle nous devons tendre. C'est une contribution que nous apporterons au sommet de Malabo, si Dieu nous prête vie, si nous y allons, sous la forme d'une résolution ou d'un mémorandum, comme l'avait souligné le commissaire Derso, nous allons y travailler. Alors, nous allons maintenant passer la parole à son Excellence, à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous, l'ambassadeur Bankole Adeoye. Je le présente quand même s'il est connu de tout le monde de l'Afrique entière, c'est notre commissaire politique, paix et sécurité. Alors, est-ce que Etuel, can you allow His Excellency Bankole to take the floor? Yes, they are connected. They are connected? Yes, they are connected. Est-ce que il est connecté? Thank you very much, Chair. Yeah, thank you. You have the floor, sir. Well, thank you very much, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. And I'm very pleased to address you, but I'll be very brief because the experts have all spoken. And I will just I would like to discuss 3-4 points with you. The first is that
the nature and scope, the characteristics of extra constitutional changes of government have been well articulated by all from Commissioner Deso to my colleague Ambassador Salah and Mr. Ibrahim. So I will not really dwell on that. The second point is, what can African Union do? Let's be practical and be pragmatic. That the issues surrounding governance, particularly constitutionalism, human rights, the rule of law, are situated on the ground in our 55 member states. However, the fact is that the AU in its entirety, including your very distinguished commission, organs, the regional economic communities, can guide, put pressure, engage, convince, persuade, promote, safeguard, defend shared values. So when we engage on unconstitutional changes of government, we are talking to member states. Of course, all of us are from one country or the other, but we are talking in the national space. And we may also be speaking in the regional space. And of course, we are speaking internationally. As you are aware, our continent is still the only one still attracted to military rule, unfortunately. And I'll give you some of the stark statistics. In the history of the African Union, 12 member states have been suspended for changing their governments unconstitutionally since the AU was born. 12. And these pronouncements of unconstitutional changes of government are usually done by the Peace and Security Council. So you can see the interface. Article 7G of the protocol establishing the Peace and Security Council specifically mandates the council. So 12 member states have been suspended. Surprisingly, that suspension by the council, Peace and Security Council, has happened 19 times in the last 20 years. But this year, last year and this year, one calendar year, if you add from March to now, we have had 4 member states suspended. The irony is also that in the current suspension list, Mali has been suspended 3 times by the council, by the union. Sudan has been suspended twice by the union. Burkina Faso has been suspended twice by the union. And Guinea has been suspended twice by the union. So you have 4 countries that have a history of repeated instances of unconstitutional changes of government. Therefore, our normative frameworks must be activated by, like I said, these countries, the same countries virtually, have had that history of going on the pathway of undemocratic changes of government. And in that respect, what should the African Union be doing? That's my last point. We should do more
to push, to shove, to defend, to safeguard a rights-based approach to democracy. And I'm sure you know where I'm going to, because over the years, I've always preached the right to development. It's not just the political rights of the first generation, but the rights for economic, cultural, social as well. And I believe that will make a difference. So we need to do that more. And I'm, again, like I addressed you last year, urging your council to do more. And I'm ready now as a department to start a dialogue series with the Commission on the right to development and its implications for political stability. So Ambassador Salah, listening in, will come up with this concept note with you as Commission, and then we can have a discussion. The second point related to what AU should be doing is that what we've done already, but we need to do that more and take the defense of constitutionalism and democracy to the streets of our capitals and our cities and our communities. Of course, we can't do that alone. We don't have the resources. But we have one thing that we have started. We have started the Accra Declaration. So the Accra Declaration gave us, for the first time, in my understanding, the opportunity you had between the Peace and Security Council as an organ, official organ, mandated by the Assembly on everything peace, security, stability, governance. And then in the room with hardliners, critics of government on the continent, the civil society, the academia, the women youth groups, labor unions, private sector. That is the way to go, to put pressure, not statements by the commissioner or the chairperson alone, or by the chairperson of the Banjul Commission, but really people that are jubilating on the street, as Ambassador Deso said, who need to realize that they are jubilating in a wrong way, because the history has shown, like I told you, Mali has been there before, Sudan has been there before, Guinea has been there before, Burkina Faso has been there before, Central Africa has been there before. So what are they jubilating? They were there before. They had military rule. The only way to success for Agenda 2063 is more democracy, not less democracy. There's no other continent, regional, developing world that has attracted, apart from Myanmar in Asia, that has attracted military rule. Everybody is going to the best of the military is the worst that we know. So we have to do more in that respect. And for me, I see a multidimensional approach, a two-pronged where the official government, AU, will be engaging with the civil society, will be engaging with the private sector, will be engaging with the youth more. And as I said, Accra stands out as a landmark of great proportion that we must build on. And then lastly, let me end by emphasizing that the upcoming Malabo Extraordinary Summit will be addressing two important challenges that we have had to come and address. Unfortunately, these challenges have become a menace that we have to: terrorism and unconstitutional changes of government. So what do we use? What is the opportunity provided by Malabo? One, in 20 years, we have not discussed directly these issues. So we must bring these issues back to the table and have the greatest chance for all of us, organs, civil society, based on Malabo, to say the APRM must be reinvigorated. We must
have a multi-dimensional, multi-stakeholder approach to addressing governance issues. Look at the analysis. Apart from Mali, that is manipulation of constitution, the other 3 countries currently suspended are also facing security governance challenges. All of them are facing terrorism. So we must not only look at unconstitutional changes of government as a standalone, you must look at it in the context of terrorism, of violent extremism, of insurrection, of rebellion, of insurgency. That is where we see that the writing on the wall, conflict prevention comes in, and it will be very, very critical. So overall, my prayer to this very important council is that we must provide sustainable solutions to this crisis. And to do that, we must rally around all our rights, not just the political rights, not the right of only of assembly, of free speech, but also the right to development, the right to good environment, the right to education, the right to fight corruption. So it's a whole holistic approach that we must look at. So we must continue to work on the synergies between the AU, regional economic communities, and your commissions as a long-standing organ of the AU system. Let me stop here. I really thank you for this opportunity. And please, let's take that proposal from us, very critical, the right to development in promoting political stability. You see the nexus between peace, security, and development in the long term. Thank you very much, Chair, for giving me this opportunity, and I'll always be pleased to address you always. I thank you. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bankole, pour cette lecture technique de la question du changement anticonstitutionnel du gouvernement et votre lecture que vous faites en deux segments importants, ce que l'Union africaine doit faire par rapport à cette question, ainsi que cette deuxième approche holistique sur laquelle vous insistez beaucoup, qui part de la déclaration de Accra, Accra étant une date importante où toute l'Afrique s'est réunie pour parler de cette question. Et nous espérons que quand arrivera Malabo, nous allons vous appuyer, comme le dit l'article 45 de la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance. Cet article vous donne justement, vous en tant que membre de la Commission de l'Union africaine, je ne sais plus si c'est l'article 45, je ne l'ai plus, vous donne, n'est-ce pas, cette mission de coordonner tous ces efforts qui sont faits, ne fût-ce qu'en termes de prévention, tout ce que les organes sont en train de faire pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement, vous les coordonnez pour pouvoir avoir une voix commune sur cette question, une voix de l'Afrique. Nous sommes disposés à travailler avec vous dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, pour que ces changements anticonstitutionnels de gouvernement puissent être une histoire passée. Parce que sans cela, comme vous l'avez dit dans votre conclusion, s'il y a toujours ces changements, il n'y aura pas de paix et notre agenda 2063, cette Afrique que nous voulons, ne pourra pas être rempli adéquatement. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons maintenant ouvrir la question des séances et réponses. Très rapidement, un État s'est inscrit, c'est le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso est en ligne, Étoile? Je mets Ouedraogo qui doit parler au nom des délégations étatiques. Est-ce que le Burkina Faso est en ligne? Étoile? Unfortunately, we don't see them. OK. Je ne vais pas retenir les panélistes. Pour les ONG, il y a Matt for Peace. Matt for Peace est là? Étoile? Je vais revenir au commissaire tout de suite, hein, commissaire Maya.
Excuse-moi, je présente mes excuses. Oui, je reviens et je vous donne la parole. Oui. Matt Forfils n'est pas là. Alors, je reviens au commissaire. Commissaire Maya, j'avais oublié de commencer par vous. Si vous avez une question, vous pouvez la poser rapidement. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des participants et remercier vivement les panélistes qui ont abordé cette question très importante qui concerne effectivement toutes nos populations et le continent africain. Merci donc pour les présentations. Alors, il ressort de ces différentes interventions le fait que les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique sont des changements qui affaiblissent les institutions et déstabilisent les institutions des États africains. Alors, cette déstabilisation, elle a été d'ailleurs évoquée, est une déstabilisation chronique, puisqu'elle dure pratiquement depuis 1960, comme l'a évoqué M. Ibrahima Kane. Et il est évident que depuis 1960, l'Afrique n'a pas trouvé de remède à ces changements anticonstitutionnels. Il y a un rôle des sanctions qui, normalement, devrait aboutir à un retour à la vie constitutionnelle normale. Il y a également des sanctions qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment dissuasives parce que le phénomène continue. Et d'ailleurs, ça a été un constat qui a été fait. Donc, il me semble que les véritables problèmes, et c'est ce que d'ailleurs l'ambassadeur Salah a évoqué, les véritables problèmes qui se posent depuis 1960 en Afrique sont des problèmes qui sont liés au fait que l'Afrique n'a pas suffisamment investi dans ce que j'appellerais l'enracinement de la culture démocratique. Et je crois que c'est cet enracinement de la culture démocratique qui fait défaut en Afrique et qui n'a pas touché ce que j'appellerais notamment les abîmes des populations africaines. Et c'est ce travail d'éducation qui a été évoqué par l'ambassadeur Salah qui devrait effectivement être mis en exergue. Il y a également une question concernant la riposte de l'Union africaine. Cette riposte de l'Union africaine me semble parfois contradictoire. Si je prends le cas, notamment le fait que le CPS a une lourde responsabilité en ce qui concerne ces délibérations qu'il apporte lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels de gouvernement et donc de prononcer d'éventuelles sanctions lorsque ces coups d'État sont perpétrés. Moi, je me suis posé la question de savoir en ce qui concerne la situation au Tchad. Pour le Tchad, on sait que le CPS n'a pas mis en œuvre toutes les conséquences logiques du constat qu'il a d'ailleurs évoqué, puisqu'il a bien dit qu'il s'agit bien d'un coup d'État en principe anticonstitutionnel. Mais par contre, à ce niveau, pour la question du Tchad, il n'y a pas eu notamment toutes les sanctions qui habituellement étaient appliquées lorsqu'il y a des changements constitutionnels. Donc, comment expliquer cette position contradictoire du CPS par rapport à la situation qui a prévalu au Tchad? Ça, c'est donc une question que je me posais. Alors, de notre côté, lorsqu'on a évoqué les solutions durables du Forum d'Accra, les solutions durables du Forum d'Accra doivent aboutir normalement à créer ce que je pourrais appeler un nouveau panorama démocratique en Afrique. Ce nouveau panorama démocratique lui-même doit, en quelque sorte, apporter également un élargissement à ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels en Afrique. Donc, un élargissement à la définition même de ce qu'est le changement anticonstitutionnel en Afrique. Donc, je pose un petit peu ce scénario dans lequel on pourrait réfléchir à ce que j'appelle un nouveau panorama démocratique. Et je terminerai par un point important qui a été évoqué, je pense, par monsieur le commissaire Bancolé, je crois, lorsqu'il a parlé de la démocratie, et là je reprends le titre d'un ouvrage d'un de nos auteurs africains, lorsqu'il a dit « Est-ce qu'il faut partir de la démocratie au développement ou est-ce qu'il faut partir du développement à la démocratie ?» Je pose la question aux différents panélistes. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un autre commissaire qui a une question? Je n'en vois pas. Je continue la liste des ONG. International Lawyers Org. Est-ce que vous êtes là? Etwen? Et puis, il y a une dernière ONG et je reviens aux panélistes pour conclure. Ils ne sont pas là. East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project. Est-ce qu'ils sont là? East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project.
Ils ne sont pas là non plus. Je ne vois rien. Alors, je vais revenir aux panélistes. We have Matt for Peace. They are all available. OK, Matt for Peace, une minute pour terminer le panel. Matt for Peace, you have 1 minute, please, for your question. Directly to your question. I think you've unmuted internationallawyers.org. Okay, International Lawyers or Curtis Dabler, you have 1 minute. You go direct. لمؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ونريد أن نشير إلى أن وجود أنظمة ديمقراطية تدعم بالتأكيد استقرار الدول وتحافظ على خيراتها. وهي الحل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة. فقد أنهكت دول غرب إفريقيا وشعوبها بسبب موجات التغيرات الغير دستورية المستمرة، وتشمل عدة دول منها غينيا ومالي والسودان وفي عام 2021 وبوركينا فاسو في عام 2022. وقد تم إحباط محاولات أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوغو وغينيا بيساو وغيرها. وفي إطار الغرض الأساسي من حلقة النقاش الحالية تقدم مؤسسة معهد بعض التوصيات. أولاً، يجب على الاتحاد الإفريقي وأجهزته بما في ذلك اللجنة الأفريقية تشجيع الحكومات الإفريقية التي تلتزم بالممارسات الديمقراطية وتدعمها عن طريق المساعدات التنموية وأمنية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص بها، حيث في الوقت الذي قاد فيه الإصلاحيون المحليون موجة التحول الديمقراطي في أفريقيا في تسعينيات القرن العشرين والحقبة الأولى من القرن الحادي والعشرين، كانت هناك حوافز دولية واضحة لتبني الأعراف الديمقراطية، وهو ما نحتاج إليه الآن في أفريقيا. ثانياً، نوصي اللجنة الإفريقية باستمرار على صنع التغيرات الغير دستورية، فلا ينبغي الاعتراف بأولئك الذين يتسولون على السلطة خارج النطاق القانوني، وينبغي مع تعليق وسائل تخفيف يجب تجميد أسطول القادة. Curtis Dobler, rapidement 1 minute pour la question. Yes, International Lawyers welcomes this panel, and we believe that this is an important issue for the Commission to address. We have 3 suggestions for the Commission in action that can be taken. First, we believe that cases are brought on behalf of victims of unconstitutional changes of the government, such as violations of Article 13 of the Charter, should be dealt with priority, so as to engage the Commission with the state involved in trying to restore the constitutional government. Second, the Commission can condemn unconstitutional changes of government through public statements. While we understand from the honorable member of the AU Commission that engagement with that state is important, we also believe that it is important for the Commission to stand strong on the principle of human rights that are involved in unconstitutional changes of government. And third, the Commission can make consideration of this issue, including specific cases of unconstitutional change of government, irregular and reoccurring agenda item. Finally, we just want to note that the Commission apparently adopted a resolution on unconstitutional changes of government in Africa at its 70th ordinary session, but that session was not public, and that resolution we do not believe is yet available. We have not seen it, and we would hope that such a resolution would be made available before these panels. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous demandons, nous, comment vous le savez, parce que tout ce qui doit être rendu public, nous le rendons public. Je me demande comment vous savez qu'on l'a fait en session privée. Nous allons donner maintenant la parole à Eastern Horn of Africa. Rapidement, pour 1 minute. They are no longer online. They are no longer online. Ça va. Le Burkina Faso n'est pas en ligne non plus, hein? Étoile? No, they are not online. Traduction?
Burkina Faso are not online. Merci beaucoup. Je vais remettre la parole aux panélistes vu le temps. Je vais commencer par son Excellence ambassadeur Bankole Adeoye pour son mot de la fin. Et s'il souhaite rencontrer les questions qui ont été soulevées, notamment par la commissaire Maya ou bien par les ONG, il est libre de le faire. Et puis, on va donner la parole aux autres panélistes. Excellence, vous avez la parole. Allô, Étoile? Étoile? Sorry, Chair. Étoile, tu peux permettre à son Excellence Bankole Adeoye, à l'ambassadeur, de donner le mot de la fin. Yes, we can see him online. He's online. Ok. En attendant, nous donnons alors à Ibrahim Akan de dire le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à travers les questions qui ont été posées, je veux insister sur un point qui me paraît aussi fondamental et que je n'ai pas élaboré lors de mon intervention, c'est les mesures préventives. Mieux vaut prévenir ce genre de situation que de les gérer, parce que la gestion de ces situations a toujours été compliquée sur notre continent. Et pour les prévenir, il me semble que l'Union africaine doit utiliser l'ensemble de ses institutions et organes pour aller dans la direction de la prévention. La Commission africaine a nécessairement un rôle à jouer. Et ce rôle-là doit être vraiment bien clarifié, surtout sur les aspects de droits de la personne. Je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. En Guinée, pendant 3 ans, les populations se sont battues pour contrer la tentative du président de changer la constitution pour avoir un 3e mandat. 211 personnes ont perdu leur vie dans ce combat. Alors, tout était en place pour l'organisation d'un coup d'État après. Qu'est-ce qu'a fait l'Union africaine pour prévenir ce genre de situation? La même situation, le même commentaire peut être fait sur beaucoup d'autres sujets. Donc, ce serait bon que la Commission, en essayant de mettre en exergue ces situations dans son rapport annuel au niveau des sommets, puisse aussi relever l'importance d'actions préventives de l'organisation dans sa totalité sur ces questions de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Je pense que les actions préventives ont vraiment un rôle à jouer. Et je reviens également sur la question de la transformation de l'État africain. Tant qu'on aura le type d'État qu'on a, on ne pourra jamais éviter les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et l'exemple de la Guinée-Bissau, à cet égard, est très illustratif. Pendant ces 15 dernières années, aucun chef d'État élu en Guinée-Bissau n'a pu terminer son mandat. Ça en dit long sur l'état de nos pays. Merci. Monsieur le Président, votre micro. Ouais, j'étais en train de parler dans le vide, c'est elle qui m'avait fermé le micro. Ambassadeur Ahmad Salah, vous êtes en ligne pour le mot de la fin? Yes, Your Excellency, I'm online. Thank you very much for giving me the floor once again. Honorable Chair, all protocol duly observed. After listening to other presenters and particularly my own commissioner, it is very clear that we as Africans need to really advance the nexus between governance, development, and peace. Without good governance, without development, sustainable development, without peace, Africa will not be able to
progress, and Africa will not be able to prevent more unconstitutional changes of governments from happening. Your Excellency, ladies and gentlemen, it's becoming more apparent that if sustainable efforts are not in place to address changes of unconstitutional changes of governments as a challenge, as well as deepening of democratic governance, peace and security issues will be disturbed and conflicts will be emerging, and unconstitutional changes of governments will continue. Not only that, but also our African Union Agenda 2063, as well as the Global Sustainable Development Goals will likely or are likely to be compromised. Although the AU, as the continental organization, as well as REX, are trying their best to tackle the source of the unconstitutional changes of governments at the national level, we still, as Africans, we need to join hands and to collectively address the reasons behind this unconstitutional changes of governments that are taking place. We have been trying to identify the issue of governance deficit as a reason, corruption as one of the other reasons, injustice, social issues, exclusion and others as reasons. But then what are we doing to implement? What are we doing to really deal with these challenges? Each and every one of us here around this table today should be part of the movement to prevent these unconstitutional changes of governments from happening. Governments in place today they are also required to ratify, implement, and domesticate the African Union instruments as a way to promote good governance and democracy at the national level. Civil society, academia, and media, they are also called on to promote and to advocate for this ratification process and to promote the implementation at the national level, and to also provide any technical assistance that is possible to our governments at the national level. So then the civic movement will be widened, and it will then be inclusive and include each and every African citizen. Excellency, Your Excellency Chair, Commissioners, I would like to propose that as part of the recommendations made in Accra is a call to revive and to revise and to review the African governance architecture. And Your Excellency, Chairperson of the Commission, the Commission on Human and People's Rights, is also the Chairperson of the African Governance Platform. So I hope during your term in office, we will be able to critically review the African governance architecture as one of the tools that could also prevent prevent unconstitutional changes of governments from happening, and also contribute to deepening democratic governance, rule of law, and constitutionalism at the national level. I submit. Thank you very much, Excellency. Je prends bonne note de votre dernière proposition sur la révision de la structure des AGA. Ensemble, nous allons y travailler au cours du mandat de la Commission africaine qui préside AGA pour ces 2 prochaines années. J'ai pris bonne note dans mon agenda et je vais vous relancer à cet égard-là pour qu'on mette les idées ensemble et qu'on puisse avancer. Merci beaucoup, ambassadeur Salah. Je vais maintenant passer la parole au commissaire Derso pour ses remarques de la fin, ses conclusions. Commissaire Derso, vous êtes là? Ouais. Yes, Chair, I'm with you. I would like to thank members of the panel for sharing their incredibly useful insights, and I do hope that we would be able to have a follow-up on this. Now, responding to the question that Commissioner Maya raised, I think those issues are incredibly important issues. First, the question on sanctions. Commissioner Maya's observation is spot on in that when the Economic Community of West African States, ECOWAS,
and the African Union took a decision imposing sanction on Mali, for example, the expectation in imposing those sanctions, including suspending Mali, was that it would deter other militaries in other countries from seizing power. But to our surprise, we have come to see since April at least 4 additional cases of militaries seizing power by suspending existing constitutional processes. And that clearly is a demonstration that suspension and sanction measures are not enough. So here, what happens is basically there is a need to go back and look at the Lomé Declaration on unconstitutional change of government. And the Lomé Declaration on unconstitutional change of government is clear that it's not enough to suspend a country and simply wait until the country's authorities return to constitutional order. It actually requires that there is a robust engagement by the AU and REX in order to ensure and facilitate a return to constitutional order. I think it's important from what Ambassador Bankole said, that return constitutional order can't be and shouldn't be a return to the status quo ante. Because if return to constitutional order means return to the status quo ante, then we will be having a repeat of what happened before. That is why you have Mali twice in about 2 years, Sudan twice in about 2 years, experienced military coups. So what do we need to do? We need to also to introduce reforms, substantial constitutional reforms that ensure that there is security sector reform, because there is a problem, as Ibrahim said, in civic military relationship, in the professionalism of the military. You need to have reform relating to the administration of criminal justice, relating to the separation of powers. These reforms are a prerequisite to ensure that those countries that experience coups do not experience coups again. I fully agree with Commissioner Maya that the norms of the African Union need to be implemented consistently. When you do not implement the norm of the AU in one country, then it sets a precedent for other countries to ignore the decisions of the African Union. And we have to bear in mind, as Commissioner Maya rightly said, what the impact of the failure to take appropriate action in Chad has on the coup d'etats that happened, for example, in Burkina Faso and Guinea. I think it's important to bear these points in mind. Then there is also the issue of protecting civic space. I will end here, Chair. Protecting civic space is extremely important. Freedom of media and expression. And Chair, finally, given the impact of COVID-19, particularly on the socioeconomic well-being of citizens, it is also incumbent on member states to address the socioeconomic challenge that many across the continent are facing, because these also create frustrations that decrease the weak legitimacy of already fragile legitimacy of states and governments. Thank you very much, Chair. Merci, commissaire Derso, pour ces réponses holistiques aux questions posées par la commissaire Maya. Nous allons maintenant entendre, pour le monde et la fin, l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques. Do you have the ambassador online or not? Etoile? Etoile? Etoile?
Si quelqu'un est proche du bureau d'Étoile, qui lui dise d'être réactif ce matin. Nous avons besoin qu'il nous guide, parce que c'est lui qui regarde derrière l'écran noir et qui sait voir qui est en ligne ou pas. Étoile, vous êtes là? Il me semble que Étoile n'est pas là. Est-ce que je vais faire un dernier appel? Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bankole, vous êtes toujours en ligne pour le mot de la fin? Bon, nous allons mettre un terme à ce panel en remerciant tous les panélistes qui ont pu participer, en remerciant les commissaires pour leur interaction, les États qui se sont enregistrés, les organisations de la société civile également. Nous nous excusons pour le dernier panéliste qui n'a pas pu conclure. Nous allons lui envoyer un email pour lui dire, compte tenu des contraintes du temps, nous n'avons pas pu attendre plus de 2 minutes afin de permettre à l'agenda de la session de continuer. Mais sinon, au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, je vous dis merci à tous pour ce panel. Il est maintenant, je pense, 10h30 et légèrement passé à l'heure de Banjul. Nous pouvons prendre notre pause de 15 minutes parce que ça fait 2 heures que nous avons commencé et puis nous allons revenir pour les rapports d'activité. Mesdames et messieurs les commissaires, nous prenons donc une pause de 15 minutes et nous revenons à 10h50. 10h50, nous redémarrons. Merci beaucoup.
Mahfoud, et pour le panel, mon panel. Chair, your mic is muted. Il était fermé sciemment. Je parlais à quelqu'un d'autre. Bon, on peut reprendre. Je sais que les interprètes, ils voyaient ma bouche en train de bouger, mais ils ne savaient pas quoi dire. Merci beaucoup. Nous allons donc reprendre avec la suite du programme d'aujourd'hui. On va ouvrir, j'ouvre le point 6 sur les rapports d'activité des membres de la Commission africaine et des mécanismes spéciaux. Je vais recourir aux bons offices de Madame la vice-présidente Maya Salih Fadel de prendre en charge le point 6. Je reviendrai sur le point 3 quand on aura terminé le point 6. Madame Maya, vous êtes là? Oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, nous allons donc continuer le point 6 qui est relatif à la présentation des rapports d'activité des membres de la Commission africaine. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter aujourd'hui la présidente du comité du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique, Madame Marie-Louise Abomo. Madame Marie-Louise Abomo, vous avez la parole. Merci de me passer la parole, Madame le vice-président. Je présente mes respects à tous les participants, aux interprètes et au personnel de la cabine technique. Ce rapport est présenté à l'occasion donc de cette session ordinaire. Il fait le résumé de mes activités d'intercession, tant en ma qualité générale de membre de la Commission que dans le cadre des différents mandats thématiques et spéciaux qui m'ont été confiés. Sur la période couverte par le présent rapport qui va de la 69e session ordinaire à la présente, j'ai pris part à toutes les activités prévues par le plan de travail de la Commission. En ce qui concerne les activités au titre général de membres de la Commission, participation aux sessions de la Commission, j'ai donc participé à la 69e session ordinaire, à la 70e session ordinaire, à la 35e session ordinaire, et tous les détails relatifs à ces sessions figurent dans les communiqués qui se trouvent sur le site de la Commission. Par ailleurs, du 11 au 15 avril 2022, j'étais membre de la délégation de la Commission conduite par son président qui a participé à une mission au Maroc. Cette mission fait suite à l'invitation du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, lequel est engagé dans un plaidoyer auprès du Royaume du Maroc afin que celui-ci ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président de la Commission s'étendra certainement dans son rapport sur cette mission très importante pour moi, non seulement du point de vue personnel s'agissant de la première mission à laquelle je participe depuis mon élection à la Commission, mais encore sur le plan thématique. En effet, j'ai pu échanger avec les membres de cette INDH sur les questions relatives aux personnes vivant avec handicap particulièrement. Je me réjouis des apprentissages et des interactions fructueuses intervenues au cours de cette mission et je remercie toutes les parties qui ont œuvré à la tenue de cette activité. S'agissant des activités menées dans le cadre des mécanismes spéciaux, j'assure la présidence des groupes de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission
et sur les communications. Je suis également membre du comité sur les résolutions et du groupe de travail sur les populations, communautés autochtones et les minorités en Afrique. De même, en qualité de rapporteur pays, je couvre l'Angola, le Burundi, le Congo, le Gabon et la République démocratique du Congo. Sur la période couverte par ce rapport, il n'y a pas eu d'activité du groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission. Ceci étant, en ma qualité de présidente du groupe de travail sur les communications, j'ai dirigé le 21 février 2022 la réunion virtuelle de celui-ci en présence de l'honorable Maria Teresa Manuela, vice-présidente du dit groupe et des membres du secrétariat. Nous avons traité des plaintes contenant des demandes de mesures conservatoires reçues pour leur admission, des demandes de renvoi de cas à la Cour, ainsi que des demandes d'orientation provenant du secrétariat. Il faut noter que l'exécution efficiente de la mission de ce groupe de travail se heurte aux difficultés relatives à la traduction des documents de travail et à la disponibilité de ses membres pris par leurs agendas respectifs aux dates des réunions. Il est donc impératif, à mon sens, que nous revoyions ces méthodes de travail pour une meilleure coordination de nos travaux. À cet égard, les réunions en présentiel apparaissent comme une des voies à privilégier autant que faire se peut. Un rapport des délibérations de cette réunion a été présenté et adopté lors de la 70e session ordinaire privée. Le groupe de travail sur les communications s'est également réuni sous ma présidence le 18 avril 2022 en préparation des travaux de la présente session. Le compte-rendu de cette réunion, à laquelle ont pris part la quasi-totalité des membres du groupe, est inscrit sur l'ordre du jour des délibérations privées de la commission au cours de cette session. S'agissant du groupe de travail sur les populations autochtones, le 31 janvier 2022 s'est tenue virtuellement la réunion interne de planification du dit groupe. Cette réunion, dirigée par le commissaire d'ERSO qui en assure la présidence, visait l'information des membres du groupe sur les activités qui ont été menées à bien, sur celles qui n'ont pas été réalisées ainsi que sur celles qui ont été partiellement mises en œuvre. Maintenant, dans le cadre des activités du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, il y a eu 6 événements. Le premier événement concerne le panel de sensibilisation à la ratification des protocoles sur les personnes âgées et les personnes handicapées. Ainsi, le 17 novembre 2021, dans le cadre de la 69e session ordinaire, j'ai présidé un panel intitulé « Plaidoyer en faveur de la ratification ». Ce panel s'inscrit dans la stratégie globale de sensibilisation à la ratification des protocoles mentionnés que j'ai mise en place à ma prise de fonction et dont l'objectif principal est de permettre l'entrée en vigueur des traités. Pour parvenir à cette entrée en vigueur, il est requis qu'au moins 15 États, membres de l'Union africaine et partis à la Charte, ratifient chacun des 2 protocoles. Les efforts dans ce sens menés par le groupe de travail sont en train de donner des résultats relativement bons si l'on compare ceci à la tendance de ratification des traités de l'Union africaine par les États membres, indiquée dans l'étude du Bureau du Conseil juridique de la Commission de l'Union africaine sur la ratification des traités, présentée en 2008 au ministre de la Justice à Kigali, au Rwanda. En effet, sur la totalité des 18 États ayant signé le protocole sur les personnes âgées à ce jour, 4 signatures sont intervenues depuis ma prise en charge du mandat spécial sur les personnes âgées en 2020. De même, sur les 6 ratifications actuelles, 4 sont survenues sous mon mandat. C'est l'occasion de rappeler que le projet de protocole relatif aux droits des personnes âgées en Afrique a été adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 52e session ordinaire et a été transmis à la Commission de l'Union africaine par lettre du 9 novembre 2012. Il a été adopté par l'Union africaine lors de son 26e mandat, sommet du 21 au 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Quant au protocole sur les personnes handicapées, il totalise 11 signatures, dont 5 sont intervenues au cours de mon mandat et 3 ratifications ayant tout eu lieu après ma prise en charge du mécanisme spécial sur les personnes handicapées. Le deuxième événement est relatif à la réunion d'urgence sur la violation flagrante du code de conduite des titulaires de mandat. Le 17 novembre 2021, suite à un incident survenu lors du panel ci-dessus, une réunion d'urgence présidée par le président de la Commission a été organisée avec des membres du groupe de travail,
la Commission et le secrétariat afin de clarifier le cadre de collaboration avec les membres experts externes à la Commission nommés pour aider à la mise en œuvre du mandat des mécanismes spéciaux de la Commission. Au cours de cette réunion, les parties ont été entendues. Il a été rappelé le cadre juridique strict de cette collaboration qui articule les droits et obligations des parties prenantes, de même que les sanctions qui y sont attachées. La Commission a alors pris des décisions conséquentes, formalisées par une résolution adoptée lors de la 69e session ordinaire. C'est le moment de réitérer la nécessité pour toutes les parties prenantes et tous les collaborateurs de la Commission de respecter strictement le cadre juridique gouvernant toutes les interactions avec la Commission. Le webinaire de célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale des personnes âgées constitue le 3e événement. En effet, le 19 novembre 2022, le groupe de travail a célébré cette édition. La célébration de la JIPA a servi de cadre de sensibilisation comme à l'accoutumée à l'existence du protocole ainsi qu'à l'urgence de son entrée en vigueur. Il a permis de relever l'importance de la personne âgée dans les cultures et traditions africaines. Y a participé le professeur Charles Binam Bikoy, administrateur secrétaire exécutif du Centre régional de recherche et de documentation sur les traditions orales et pour le développement des langues africaines, CERDOTOLA, qui a de manière magistrale mis en exergue la place capitale que les cultures et traditions africaines positives accordent aux personnes âgées et a démontré de ce fait la légitimité du protocole et par conséquent le caractère logique de sa ratification. Dans sa démarche démonstrative, il a mis en évidence l'importance vitale des traditions et des cultures africaines, dont sont dépositaires les personnes âgées pour l'atteinte des objectifs de développement des États parties, en prenant des exemples d'endogénisme et d'industrialisation à travers le monde. Il faut croire que ce webinaire, qui a identifié les défis et les solutions relatifs à la ratification, a permis aux participants d'être bien outillés pour activer les leviers au sein de la diplomatie et autres sphères pertinentes de leurs pays respectifs en faveur de la ratification prochaine des protocoles et la promotion des droits qui y sont consacrés. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes remerciements et ma reconnaissance au professeur Binam pour sa disponibilité et sa contribution immense. Je suis sûre que cette collaboration va continuer et le groupe de travail a hâte de le recevoir très prochainement sur ses activités de sensibilisation. Le 4e événement est la réunion interne de fin d'année du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Le 22 décembre 2021, le groupe de travail a tenu sa réunion de fin d'année relative au bilan de l'année écoulée et à la projection sur l'année suivante. Il a été constaté que toutes les activités sur le plan de travail 2021 du groupe se sont tenues, même si cela ne s'est pas fait en présentiel tel qu'envisagé préalablement. Le groupe de travail a aussi adopté son projet de plan de travail 2022. Je voudrais ici saluer la participation effective des honorables commissaires Zakaria Mwandenga, qui est le vice-président du groupe de travail, et Idrissa So, qui est membre à cette réunion, qui était leur première après leur nomination comme membre du groupe de travail lors de la 69e session ordinaire publique. Je ne doute pas de l'impact positif que leur arrivée aura sur l'atteinte des objectifs du groupe. Je me dois aussi de rendre un hommage appuyé et remercier l'honorable Maya Fadel, actuel vice-président de la commission et ex-vice-président du groupe de travail, avec qui j'ai eu du plaisir à travailler ces 2 dernières années avant qu'elle ne quitte le groupe du fait de ses nouvelles responsabilités au sein du bureau de la commission. Le 5e événement, c'est l'événement parallèle au sommet mondial des personnes handicapées organisé par la Coalition mondiale pour la désinstitutionnalisation. Je cite, remettre la désinstitutionnalisation à l'ordre du jour, fin de citation. Donc, le 16 février, j'ai participé à cet événement organisé par la Coalition mondiale pour la désinstitutionnalisation. Cette activité avait pour thème remettre la désinstitutionnalisation à l'ordre du jour. Le contexte que je rappelle dans mon rapport, vous le trouverez lorsque le rapport sera publié parce qu'il est long, j'ai repris la citation. Divers intervenants de marque étaient prévus pour cette activité, notamment Gérard Quinn, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, Rosemary Kayes, présidente du comité des droits des personnes handicapées, Elena Dali, commissaire à l'égalité de l'Union européenne. Du fait de ma participation en parallèle à la 70e session ordinaire privée, je n'ai pas pu suivre toute l'activité, j'ai juste présenté mes réflexions sur le thème qui m'a été assigné
par les organisateurs, à savoir, je cite, « attente vis-à-vis des lignes directrices, la perspective des pays du Sud ». Fin de citation. Mon propos principal sur ce thème, prenant comme repère l'article 14 du protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, est que l'Afrique est pour la désinstitutionnalisation tant au plan culturel, traditionnel que juridique, avec l'adoption des protocoles sur les personnes âgées et les personnes handicapées, dans lesquels il apparaît que l'institutionnalisation n'est pas la règle, mais constitue l'exception et l'ultime recours, selon la lecture que j'en fais. Je remercie le partenaire Validity Foundation, Mental Disability Advocacy Center, dont le représentant avec lequel le groupe de travail traite est M. William Aseka, sont responsables du plaidoyer Afrique pour la continue collaboration sur les questions d'intérêt commun. Le 6e événement, c'est la réunion de planification du groupe de travail. Le 23 mars 2022, le groupe de travail a tenu sa première réunion de planification pour l'année 2022. Tous les membres du groupe étaient présents, à l'exception de Mme Deborah Grace Awilira Mukwana Wangusa, qui s'est excusée. Au cours de cette activité qui a eu lieu en ligne, le groupe a adopté le plan de travail 2022 final et les stratégies pour sa mise en œuvre. Il a été ainsi procédé à la répartition des responsabilités des membres et aux autres parties prenantes relativement à la conduite des activités. Il est à noter 2 points importants pour la participation et la collaboration nécessaires des parties prenantes. Il s'agit premièrement de la réunion en présentiel, prévue pour les 3 et 4 août 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin de travailler sur le rapport initial du groupe de travail sur la situation des droits des personnes âgées et des personnes handicapées, tel que prévu dans le cadre du soutien financier de l'Union européenne aux mécanismes spéciaux de la Commission. Il s'agit également du webinaire de sensibilisation des États parties à la ratification. Cette activité est prévue pour le 1er octobre 2022 à l'occasion de la célébration de la JIPA. J'aborde maintenant ma charge de rapporteur pays. Dans le cadre de ce mandat, comme j'ai indiqué plus haut, j'ai dans mon portefeuille 5 pays, à savoir l'Angola, le Burundi, le Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon. L'état des lieux sur l'obligation de rapport périodique que j'ai livré lors de mon dernier rapport d'activité n'a pas changé. Aussi, j'ai initié un travail de prise de contact et de plaidoyer auprès des 10 États afin d'obtenir l'acceptation par ceux-ci de missions de promotion. Des notes verbales ont été ainsi envoyées dans ce but en début avril 2022. J'espère une réponse favorable dans l'optique d'atteindre l'objectif de mise en conformité de ces États vis-à-vis de toutes leurs obligations découlant de la charte, notamment la présentation des rapports périodiques. Ceci étant, je présente ici quelques éléments relatifs à ces États. Ainsi, en ce qui concerne la République du Burundi, sur le plan de la protection générale des droits de l'homme, le rapporteur que je suis est attentif à tout développement. Ainsi, il continue de recevoir des informations sur des signaux en défaveur de la protection des droits humains. Il note cependant certaines avancées, dont la plus notable est la réouverture du pays à la coopération et la collaboration internationale depuis 2021. Cela permet le dialogue avec les parties prenantes sur les questions critiques de la protection des droits humains. C'est le lieu de réitérer le plaidoyer auprès des autorités burundaises au plus haut niveau, afin qu'elles rétablissent l'intégralité du dialogue avec la Commission à travers son rapporteur pays que je suis. Dans ce sens, la correspondance formelle de requête de mission devrait être considérée favorablement comme une étape cruciale dans ce processus de collaboration étroite renouvelée, recherchée pour le bénéfice d'une meilleure promotion et protection des droits humains. Sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, avant la tenue de cette présente session, la situation indiquait que le Burundi a signé le protocole relatif aux droits des personnes âgées, mais pas celui relatif aux droits des personnes handicapées. S'agissant de la République du Gabon, le rapporteur note, pour s'en féliciter, que cet État parti à la charte recevra en fin mai 2022 une délégation de la Commission conduite par son président pour une mission de promotion. Tout en félicitant également ce pays pour cette avancée, il faut relever que cette mission va permettre à la Commission de cerner la situation des droits de l'homme dans cet État, tout en raffermissant les liens de collaboration étroits qui doivent exister et d'aider à la préparation d'un cycle électoral général 2023 dans une atmosphère respectueuse des droits humains. Sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, le Gabon a signé les 2 protocoles relatifs
à ces catégories vulnérables et il est invité instamment à ratifier et déposer les instruments de ratification des dits traités. La mission insistera bien entendu sur ce plaidoyer afin d'atteindre cet objectif. S'agissant de la République du Congo, la lecture générale que fait le rapporteur de la situation des droits humains au Congo est que ce pays, ne connaissant pas un environnement de conflit, comme c'est le cas ailleurs dans la sous-région, les violations des droits humains principalement sont alléguées, causées par des acteurs étatiques. Des informations font état de la montée de contestation de la gouvernance du fait des difficultés socio-économiques rencontrées par la majorité de la population dans le contexte de la prévalence du Covid dont la gestion serait très critiquée. Les défenseurs de droits de l'homme, les journalistes, la société civile et les lanceurs d'alerte, de même que les partis politiques de l'opposition, seraient ainsi la cible d'un système de contrôle et de musellement de toute voix discordante ou critique. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, j'insiste sur le conditionnel, car il va sans dire qu'une mission de promotion sur le terrain permettrait d'établir la réalité des faits de manière objective. Sur les droits spécifiques des personnes âgées et des personnes handicapées, la République du Congo n'a pas signé le protocole relatif aux droits des personnes âgées, ni celui relatif aux droits des personnes handicapées à la lumière des États que nous avons en notre possession. S'agissant maintenant de la République démocratique du Congo, la RDC est empêtrée dans un cycle de violence du fait de groupes armés divers qui engendrent un nombre considérable de morts arbitraires et de déplacements massifs de population dans les zones sous le joug des dix groupes. Les efforts de l'État pour amener la paix et la sécurité dans ces zones font face à des défis majeurs et la communauté internationale devrait réfléchir à un changement de stratégie globale sur la question de la violence, de la guerre et de l'insécurité dans ce pays. À ce propos, le rapporteur note l'information selon laquelle les États d'Afrique de l'Est ont décidé de déployer une force régionale pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. Sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, des contacts très fructueux ont été noués avec son Excellence, Madame Irène Essambo-Diatta, le ministre délégué aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec un handicap et autres vulnérables, afin d'établir un cadre de collaboration sur les sujets d'intérêt commun. Il s'avère nécessaire de procéder à des rencontres plus structurées dans ce sens. S'agissant de la République d'Angola, des élections générales sont prévues pour août 2022. Ainsi, il est souhaitable que le processus se déroule sans violation des droits humains, comme cela est allégué généralement dans de telles circonstances. Par ailleurs, l'inclusion des couches vulnérables, dont les personnes handicapées et les personnes âgées, est nécessaire dans ces processus afin que leur droit de participer à la gestion de la chose publique tel que stipulé à l'article 13 de la Charte soit respecté. Sur les droits des personnes âgées et handicapées, la République d'Angola a signé les deux protocoles. Le rapporteur réitère son appel à l'endroit de ce pays pour accomplir la dernière étape de ratification et de dépôt des instruments de ratification de ces deux traités. Pour conclure, je souhaite réitérer mon appel aux États membres de l'Union africaine et de la Charte africaine à ratifier les deux protocoles relatifs aux droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Il est clair que ceux-ci n'ont pas toujours atteint le nombre de ratifications requis, malgré la sensibilisation accrue autour de la question. J'encourage donc les États à les ratifier. À cet égard, Madame le Président, permettez-moi de dire que je sais, parce que je suis au Cameroun, et que j'ai lu dans le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune, que le président de la République du Cameroun, son Excellence Oubiya, a signé en décembre 2021 les décrets portant ratification des deux protocoles qui nous concernent. J'ai appris aussi, au cours de cette session, que le Parlement burundais, à l'unanimité, a voté la ratification des deux protocoles. Nous avons également entendu Madame le ministre Essambo nous dire que le Parlement congolais a voté la loi de ratification du protocole sur les personnes handicapées. Il m'est revenu par d'autres sources que la République du Mozambique est à un stade très avancé du processus en vue de la ratification des protocoles. Je voudrais donc ici, avec votre permission, lancer un appel pour prier très respectueusement le gouvernement du Cameroun à déposer les instruments de ratification, le président de la République du Burundi et le président de la République démocratique du Congo à faire le geste qu'il faut pour que ces traités-là soient ratifiés
ainsi que le Mozambique. Je tiens également à remercier toutes les personnes et structures qui ne ménagent aucun effort pour accompagner le groupe de travail dans la mise en œuvre de son mandat en particulier et pour soutenir la Commission de façon générale dans sa mission. Je les exhorte à continuer dans cet esprit de collaboration pour l'atteinte de notre objectif commun, qui est la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Madame le Président, la boucle de protection tracée par l'Afrique des traités autour de ces catégories vulnérables, telles qu'indiquées à l'article 18 de la Charte, doit être bouclée. C'est sur ces mots de la fin que j'exhorte les États pour lesquels je suis rapporteur pays à donner une suite favorable à nos requêtes de mission de promotion, ce qui nous permettra d'améliorer notre collaboration et de définir les plans d'action pour la mise en œuvre des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la commissaire Abomo, présidente du groupe de travail sur les droits des personnes âgées, des personnes handicapées en Afrique, pour la présentation de votre rapport d'activité et la richesse également des activités que vous avez menées. Ce qui se dégage surtout de votre rapport, c'est l'engagement avec lequel vous menez les campagnes de plaidoyer sur la ratification des 2 protocoles. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le cycle des questions. Alors, je vais tout d'abord m'adresser aux États. Je ne sais pas s'il y a des États qui voudraient adresser des questions à Madame Abomo. Je n'en vois pas apparemment. Oui, oui, Président. Je voudrais demander à Maoulo de vous transmettre la liste de ceux qui sont inscrits. Oui, oui. Alors, justement, je n'ai qu'une organisation de la société civile. Voilà, c'est ce que j'ai reçu, sauf s'il y a des nouveaux intervenants. Alors, il y a Mat for Peace, Development and Human Rights Association, Madame Mariam Salah, qui voudrait s'adresser à Madame Abomo. Étoile, est-ce qu'elle est en ligne? Mat for Peace. Yes, I'm here. Yes. Okay. Oui, elle est là. Allez-y, allez-y. Okay, thank you, Madam President. We would like to address a question to working group on rights of older persons and people with disabilities. Has the working group launched any initiatives related to the development of artificial intelligence technological services for the disabled in Africa to facilitate their access to their rights? Thank you, Madam President. Merci pour votre question. Je crois qu'il n'y a pas d'autres organisations de la société civile qui voudraient poser des questions. Je n'ai pas reçu d'autres messages du secrétariat. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je n'en vois pas. Je vais redonner la parole à Madame la commissaire Abomo pour apporter une réponse à la question posée par Maître Peace. Merci de me passer la parole, Madame la Présidente. Si j'ai bien compris la question, est-ce que le groupe de travail a lancé des initiatives pour le développement technologique des personnes handicapées, quelque chose dans ce genre? Je ne sais pas si j'ai bien compris cette question. Développement de services technologiques. Excusez-moi, vous me voyez le sourire parce que je suis un peu interloquée. Hein? Je suis un peu interloquée par cette question. C'est la même ONG qui m'a demandé l'autre jour si j'ai la liste globale des États dans le monde qui, voilà.
je suis un peu interloquée parce que j'aimerais qu'elle spécifie sa question. Qu'est-ce qu'elle appelle initiative pour le développement des technologies? Qu'est-ce qu'elle entend par ça? Qu'est-ce qu'elle veut savoir exactement? Parce que cette question me paraît un peu compliquée. Pourquoi? Le groupe de travail a d'abord pour mission de diriger des études comparatives sur l'état des droits des personnes handicapées, des personnes âgées en Afrique. Il a pour mission de recueillir les statistiques sur ces personnes-là. Il a pour mission de procéder à une veille documentée sur les développements positifs et négatifs relatifs à la situation des personnes handicapées. Et les statistiques ont pour finalité, comment je peux dire ça, dans le développement des politiques, pour tenir compte de ces personnes-là dans le développement des politiques qui les concernent. Alors, lorsque Matt Forpis me demande si le groupe a lancé des initiatives pour le développement des... Excusez-moi, Valentine, je n'ai pas compris le mot qui vient avant technologique, là. Lorsque Matt Forpis, oui, me pose cette question, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que cette ONG attend comme réponse du groupe de travail sur les droits des personnes âgées, des personnes handicapées? Comme qui dirait, de quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas si Matt Forpis a pu saisir également votre réplique. Est-ce qu'ils sont là? On leur repose la question pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Matt Forpis, est-ce que vous êtes là pour répondre à la préoccupation de la commissaire Abomo par rapport, je dirais, au flou qui entoure votre question? Yes, they are online. They are online. Oui, d'accord. Oui, ils peuvent prendre la parole pour apporter un peu plus d'éclaircissement à la question, très rapidement. Matt Forpis, est-ce que vous êtes là? Non. Alors, Madame le Président, avec votre permission, je voudrais rappeler que tant au cours du panel qui a été tenu dans le cadre de cette session, que lors de la lecture de mon rapport, j'ai quand même indiqué les objectifs du groupe de travail. Alors, si Matt Forpis a des idées sur ce développement technologique de l'intelligence artificielle, qu'il présente le projet à la commission. En ce qui nous concerne, pour le moment, il faut commencer par obtenir l'entrée en vigueur de nos protocoles. Il faut commencer par obtenir l'entrée en vigueur de nos protocoles et parallèlement à ça, le groupe de travail, comme je l'ai dit, va tenir une réunion en août 2022 à Abidjan pour lancer les premiers pas d'un rapport annuel sur la situation des personnes handicapées et des personnes âgées en Afrique. Parce que quand on va parler de l'intelligence artificielle, il faut déjà commencer par le plus simple pour les personnes handicapées, c'est-à-dire leur visibilité. Il faut déjà commencer par là. C'est pour ça que j'avoue que je ne comprenais pas. Qu'elle m'excuse, je n'ai pas bien compris sa question. Je crois qu'il va falloir que je m'habitue à ce type de questions venant de Matt Forpis. Je vous remercie, Madame le Président. Merci beaucoup, Madame Abomo. Bon, je pense qu'on aura des éclaircissements peut-être un peu plus tard. Elle pourrait éventuellement s'adresser à vous pour vous expliquer un peu plus le contenu de sa question. En tout cas, merci beaucoup, Madame Abomo, pour la présentation de votre rapport. Sans plus tarder, toujours sur le même point 6, nous allons passer la parole à la commissaire Topsisoto Guerisha pour la présentation de son rapport en sa qualité de rapporteur spécial sur la liberté d'expression
et l'accès à l'information en Afrique. Madame Mtshisoto, allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Thank you, Vice Chairperson. Greetings to you, the Chairperson, Secretary of the Commission, Commissioners, members of the Commission, and interpreters. So this report is presented in accordance with Rules 25, 3, and 64 of the Rules of Procedure 2020 of the Commission and covers activities carried out during the intercession period between December 2021 to April 2022. This report details the activities which I undertook in my capacity as a member of the Commission and as the Special Rapporteur on freedom of expression and access to information in Africa. So I will deal with activities undertaken in my capacity as member of the Commission, activities undertaken in my capacity as Special Rapporteur, and also the priority areas of focus during my tenure as Special Rapporteur, and finally, the conclusion. So as regards activities undertaken in my capacity as member of the Commission, there was a retreat from the 10th to 13th of January of this year, where I participated in a virtual planning meeting convened by the Commission Secretariat to finalize the 2022 annual work plan. The objectives of the meeting included, inter alia, developing a better understanding of the Commission's strategic plan 2021-2025, discussions on how the work plan is linked to the strategic plan, and as well as evaluating the Commission's progress in 2021 vis-à-vis the strategic plan. On the 12th of February of this year itself, I participated in a virtual meeting convened by the Commission to discuss the complementarity with the African Court. And also from the 23rd to February to the 9th of March, I participated in the 70th ordinary session held virtually, which was convened to consider communications and other outstanding matters. On the 4th of April 2022, I participated in the 35th extraordinary session, which was also held virtually to discuss, amongst other things, the finalization of a paper on the complementary relationship between the African Commission and the court, and the paper on pending applications for observer status and any other business arising from the 70th ordinary session. Mission to the Kingdom of Morocco from the 11th to 15th of April 2022. I participated in a joint mission to the Kingdom of Morocco, which was hosted by the National Council for Human Rights of Morocco as part of its advocacy strategy to encourage the Kingdom of Morocco to ratify the African Charter on Human and People's Rights. On the 11th of April 2022, the delegation comprising the chairperson and other commissioners met with the chairperson of the National Human Rights Council of Morocco. On the second day, there was a meeting with various NGOs who had questions about the African Charter and the various rights embodied in it. On the 13th of April, we attended a meeting at the Regional Human Rights Commission of Casablanca. On the fourth day, there was a meeting with the President of the House of Representatives of the Kingdom of Morocco, followed by a meeting with a representative of the House of Councillors of the Kingdom of Morocco. On my interventions as a country rapporteur, on the 22nd of February, in my capacity as the country rapporteur for human rights situation in Tanzania, I participated in a joint letter of appeal with the chairperson of a working group on the rights of indigenous populations, communities, and minorities in Africa, issued to Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. The letter was issued in response to reports of impending evictions of the Maasai, the indigenous people in Tanzania, from their ancestral lands. Activities undertaken as special rapporteur are meetings with stakeholders. On the 6th of April 2022, I participated in a virtual meeting with external stakeholders to discuss proposed activities of a special mechanism in 2022.
This meeting provided an opportunity to brainstorm on ideas to ensure effective promotion and protection of the right to freedom of expression and promotion of access to information in Africa. Collaboration on the joint declaration. During the intercession period, I participated in a series of meetings and online discussions to develop a joint declaration in collaboration with other special mechanisms on the freedom of expression, that is the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Cooperation in Europe Representative on Freedom of the Media, and the Organization of African States Special Rapporteur on Freedom of Expression. The outcome document from this collaboration is a joint declaration on freedom of expression and gender justice, which will be issued on the 3rd of May, which is World Press Freedom Day. My interventions as a special rapporteur, as part of a special mechanism's mandate is to make public interventions where violations of the right to freedom of expression and access to information have been brought to my attention, including by issuing public statements, press releases, and standing appeals to member states asking for clarifications. I issued the following interventions. There was a letter of appeal regarding allegations of abduction of Hamadoun Nialibouli, Olivier Dubois, and Moussa Mbana Diko, journalists working in the Republic of Mali. On the 8th of March, I initiated a letter of appeal to His Excellency Assimi Goïta, Interim President of the Republic of Mali, regarding the alleged abduction of the three above-mentioned journalists who were allegedly abducted in different places in Mali, namely in Gao, Mopti, and Boni between September 2000 and April 2021. The letter, inter alia, called on the government to carry out independent and impartial investigations into the allegations of abduction of these three journalists, and to take all necessary measures to provide journalists and other media practitioners with an environment conducive to free expression without undue interference or fear of reprisal from state or non-state actors. To date, however, a response has not been received from the government with regards to the issues raised in this letter of appeal. Press statements. There was a press on the 3rd of May, a press statement will be issued in commemoration of the World Press Freedom Day. This day is observed to raise awareness on the importance of freedom of the press and the right to freedom of expression. This year, World Press Freedom Day is being commemorated under the theme, Journalism Under Digital Siege, highlighting emerging challenges on press freedom during the digital era, impacting journalism and freedom of expression alike. This press statement will be available on the Commission's website in English, French, and Traduction. Is it okay? Priority areas of focus during my tenure as the Special Rapporteur. Following my assumption of duty as a member of the Madame Garisha, nous n'avons pas de traduction, d'interprétation en français. Okay. Je m'adresse aux interprètes. Je ne sais pas ce qui se passe. Les interprètes, vous m'entendez? Il doit y avoir un problème technique peut-être. Voilà, c'est bon. D'accord. Je peux continuer ou je... Merci beaucoup, merci. Vous pouvez poursuivre. Oui. Priority areas of focus during my tenure as a Special Rapporteur. Following my assumption of duty as a member of the Commission during the 69th Ordinary Session, held from 15th of November to 5th of December 2021, I was appointed to serve as Special Rapporteur, Freedom of Expression and Access to Information in Africa, in accordance with Resolution 504/2021. During my tenure as Special Rapporteur, I intend to focus on the following priority areas: issuing interventions where violations of the right of freedom of expression and access to information have been brought to the mechanism's attention,
In line with the mandate of a special mechanism, I will be issuing interventions in response to alleged violations of Article 9. Accordingly, I call on NHRIs, that is National Human Rights Institutions, and NGOs to continue submitting reports and complaints of alleged violations to the mechanism, given your first-hand knowledge of a situation in the state parties. In the same vein, I call on state parties to respond to letters of appeal transmitted to them to provide information and clarification on the human rights violations reported to the state. Dissemination of a Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. The declaration was adopted by the Commission during the 65th Ordinary Session held in 2019. This declaration establishes and affirms the principle for anchoring the rights to freedom of expression and access to information in conformance with Article 9 of the African Charter. During my tenure, I intend to focus on dissemination of the declaration and its principles to the state parties, NHRIs, NGOs, and in addition to the general public. Elaboration of indicative questions on Article 9 of the African Charter. In accordance with Article 62 of the African Charter, state parties are required to submit reports on the measures taken to implement and give effect to the Charter. During my tenure, I intend to develop indicative questions on Article 9 in order to guide state parties when they are reporting on freedom of expression and access to information issues in their periodic reports. These indicative questions can also serve as a guide to NHRIs and NGOs when they are preparing shadow reports specific to Article 9 issues. The elaboration of these questions will be through a consultative process involving the stakeholders who work with a special mechanism. Encouraging development of national legislation on access to information. The right to access information is a fundamental human right necessary for the enjoyment of other human rights. In line with the practice initiated by my predecessors, I intend to continue advocating for adoption of national legislation on the right of access to information in line with regional and international standards, such as elaborated in the Commission's Model Law on Access to Information in Africa. The Model Law was adopted by the Commission to serve as a tool to guide state parties during elaboration of national legislation on access to information. Issues related to freedom of expression and access to information in the digital age. The preamble of the declaration notes the need for elaboration of the digital dimensions of freedom of expression and access to information. Accordingly, Part 4 of the declaration details principles on freedom of expression and access to information on the internet. During my tenure, I would like to engage with the Commission stakeholders on the rights enshrined in Article 9 vis-à-vis the digital age, ideally to raise awareness on the importance of protecting those rights both online and offline. Conclusion. Given that it is my first report, I wish to extend my thanks to my predecessor, former Commissioner Jaminsina Singh, for the work which she has accomplished during her tenure as Special Rapporteur. In closing, I call on all stakeholders to continue working with the mechanism in order to ensure effective realization of the rights to freedom of expression and access to information in Africa. This is all I have said, Madam Vice Chairperson. Thank you. Merci beaucoup, commissaire Richard Sissoko, pour votre rapport, votre premier rapport d'ailleurs présenté devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et l'ensemble des participants. Merci également pour toutes les activités que vous avez menées dans le cadre du renforcement de la liberté d'expression et le plaidoyer autour également de la liberté d'information. Alors, sans plus tarder, j'ai reçu de la part du secrétariat une demande de prise de parole par deux demandes de prise de parole à la suite de la présentation de votre rapport. Il s'agit de l'ONG
Paradigm Initiative for Information Technology Development. Monsieur Tobekil Matembe, ONG en numéro 538 d'observateurs. Alors, est-ce qu'ils sont en ligne? Paradigm Initiative, Paradigm for Information Technology Development. Étoile, est-ce qu'ils sont en ligne pour leurs questions? Yes, they're online. Oui. D'accord, très bien, vous avez la parole. Allez-y. Thank Oui, you allez-y. so much. Thank you so much to the Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, and Commissioners of the African Commission on Human and People's Rights. May I start off by congratulating Commissioner Topsy-Sunu on her appointment as a Special Rapporteur at the 69th Ordinary Session, and we welcome the remarks that she has made in her report. Paradigm Initiative is particularly deeply concerned about the incidence of internet shutdowns in many African countries. The trend of these internet shutdowns is particularly worrying, and notably they occur during elections and protests, interfering with freedom of expression, access to information, freedom of association, and peaceful assembly. In Tanzania, during the presidential elections of 28 October 2022, there were internet disruptions that blocked access to platforms like Twitter and WhatsApp, while the government of Uganda, on the eve of their general elections on 13 January 2021, shut down the internet with no justification and in blatant disregard of international standards, which call for an application of the test of proportionality, necessity, and legality before limiting freedom of expression and access to information. This commission, in its declaration on freedom of expression and access to information, is highlighted under Principle 38, Sub-Principle 2, that states must not engage in or condone any disruption of access to the internet and other digital technologies for segments of the public or an entire population. Yet we see states going against this guidance in violation of Article 9 of the African Charter on Human and People's Rights. We acknowledge that the African Commission on Human and People's Rights has emphasized the need for countries like Chad, Sudan, and Democratic Republic of the Congo to respect Article 9 of the African Charter, and yet the practice persists. In Nigeria, for instance, the government banned Twitter on 4 June 2021, an action which violated Article 9 of the African Charter. And Paradigm Initiative filed a case against the government of Nigeria with the ECOWAS Community Court under case number ECW CCJ APP 29 of 21. On 12 August 2021, the government of Zambia as well shut down the internet during the presidential elections, interfering with freedom of expression and access to information. To silence pro-democracy protests in 2021, the government of Eswatini shut down social media platforms, including Facebook, WhatsApp, and Twitter. Paradigm Initiative, however, applauds the government of Ghana, which has in the past committed not to shut down the internet during elections. However, 10 African countries and state parties to the African Charter disrupted internet access in 2021 alone, including Ethiopia, Eswatini, Chad, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Niger, Senegal, Nigeria, Uganda, and Zambia, as reported in a study on internet shutdowns in Africa 2021, published by the African Internet Rights Alliance, which Paradigm Initiative is a member of. These disruptions were occasioned by repressive telecommunications and other legislation and policies, unjustifiably limiting freedom of expression and access to information. As such, we urge the African Commission on Human and People's Rights and the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information to continue to call on African states to respect Article 9 of the African Charter by desisting from internet shutdowns, as this practice is an affront to the enjoyment of Article 9 of the African Charter. We therefore urge the African Commission on Human and People's Rights to pass a resolution calling for the African states to ensure laws and policies in Africa give effect to an open, free, and accessible internet. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Madame la commissaire Guerisha, nous avons également article 19 qui voudrait poser une question. Madame Jan Muria, article 19. Est-ce que vous êtes en ligne? Étoile? Yes. Oui? Yes, I am. I hope you can hear me.
Vous avez la parole. Thank you, Honorable Chairperson, Honorable Vice Chair, and Honorable Special Rapporteur, Honorable Commissioners, distinguished participants, and all protocols observed. Article 19 East Africa welcomes the opportunity to address the Commission and the Special Rapporteur on the freedom of expression, access to information, and assembly in Eastern Africa. We'd like to start by highlighting the positive developments in various states that further the realization of these freedoms. Kenya, for instance, is in the process of developing a new media policy that we hope will expand the space for media and freedom of expression in the country. The seemingly improved space for expression and dissent in Tanzania, as evidenced by the release of Freeman Mbowe, an opposition leader in Tanzania, after more than 8 months in custody on charges believed to be politically motivated. There is also the increased relaxation of restrictions on media in Tanzania, evidenced by the lifting of the ban on 4 newspapers, that is Mseto, Mawio, Mwanahalisi, and Tanzania Daima. However, we remain concerned with the rise in attacks on the media and violations of press freedom in the East African region. This comes even as governments pledge to protect freedom of expression and media. For instance, 9 journalists of the Alternative Digital, an online television network in Uganda, were arrested on 18th March on trumped-up charges. We note in Somaliland, 15 reporters were detained on Wednesday, 13th April, while covering a shooting incident at the Hargeisa Central Prison. According to monitoring data by Article 19 East Africa, 42 Kenyan journalists have been attacked in the line of duty this year alone. Politicians and their allies use harassment, intimidation, and even violence towards journalists and media houses whenever they feel misrepresented. Despite receiving formal complaints from journalists, the police have also rarely investigated the reports or prosecuted the perpetrators of the injustice towards journalists through unwarranted arrests. Article 19 has also been monitoring, researching, and documenting incidents of attacks against journalists in the context of the COVID-19 pandemic. The trends point to an increase in the incidents of violations against media workers and journalists in Kenya, Uganda, and Tanzania. We remain concerned with the use of internet shutdowns as a tool to restrict free expression in several African countries. For instance, on 17 November 2021, the Sudan military imposed a total shutdown of phone and mobile communications, effectively causing a communication blackout. On 25th December, the internet was again disrupted ahead of a planned protest in Khartoum. We are also concerned with the arrest of bloggers, journalists, and other internet users relying on online platforms for their work. In November 2021, Rwandese Diodone Niyonsenga, who runs an online TV channel highlighting human rights abuses in Rwanda, was found guilty of violating COVID-19 restrictions and impersonating a journalist while he was out conducting his work. In this regard, we therefore recommend and call on the Commission to urge states to take measures to ensure accountability for violations against journalists and human rights defenders and access to justice in line with the Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa of 2019. That states take measures to address concerns on the increased unjustifiable, illegal, and disproportionate limitation on the freedom of expression and information through retrogressive legislative measures and/or state agencies' action. We also call on the Commission to take steps to address the growing trend of internet shutdowns and shutdown of social media platforms in the region, which unjustifiably limits the freedom of expression and information. With regards to the freedom of assembly, we are concerned with the increased restriction on the freedom of peaceful assembly in the region, where protesters are subjected to police harassment and violence and lawful arrest, criminal charges, and even convictions. In Kenya, 6 protesters who were arrested in August 2020, while they intended to engage in a protest over the alleged misappropriation of COVID-19 response funds, were on 21st February 2022, sentenced to 6 months probation after a magistrate court found them guilty of contravening the COVID-19 response restriction measures relating to public gatherings and physical distance. We have also documented at least 3 incidents between February and April 2022, where 15 protesters have been arrested in Nairobi while conducting peaceful protests. In Sudan, protests against military rule have been characterized by violent assaults. Reports indicate that up to 87 protesters have been killed as of 22nd March, many injured and hundreds arrested.
We therefore recommend that the Commission urges states to respect and implement Article 11 of the African Charter, the African Commission Guidelines on the Freedom of Association and Assembly in Africa, and the Guidelines on Policing Assemblies in Africa. Finally, we call on the Commission to take steps to enhance follow-up recommendations and concluding observations and enhance state accountability for human rights violations. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, article 19. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres intervenants. Je vais redonner la parole à la commissaire Guericha Ubena pour apporter quelques éclaircissements. Yes. Allez-y, vous avez la parole. Thank you, Vice Chairperson. In fact, both NGO 538 on Paradigm Initiative and on Article 19, in fact, it was not questions, but they wanted to inform the Commission and the Special Rapporteur about the alleged violations. I take this opportunity to tell them that we will work together with them to encourage states from refraining from having internet and social media shutdowns, so that we will take on board what they have stated today, and we'll work together with them. Thank you. Merci beaucoup, commissaire Guericha, pour vos réponses. Merci encore aux deux commissaires qui ont présenté leur rapport d'activité. Alors, je pense, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer au panel? Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais d'après le programme, ce n'est pas le panel. Nous avons d'abord le point 3 à l'ordre du jour et puis on revient au panel. D'accord, alors je vous redonne la parole pour le point 3. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente Maya Salif Fadel, pour la manière dont vous avez conduit les débats relatifs au point sur la présentation des rapports. Merci également aux commissaires qui ont présenté les rapports sur les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap, sur la liberté d'expression et l'information en Afrique. Nous en avons pour suivant le décorum, hein, l'agenda qui nous a été présenté, nous en avons cette fois-ci pour à peu près 15 minutes pour le point 3 à l'ordre du jour, et puis on va lancer le panel et on reviendra encore sur le point 3 par la suite. Alors, il y a 2 États qui sont inscrits, que je vois ici. Je vais appeler les 2 États et puis nous allons suspendre cette liste pour venir répondre par la suite avec les INDH. Elles sont à 3 et les ONG qui attendent depuis hier. Je vais de ce pas donc demander à Electoral si la délégation de l'Égypte est en ligne, parce qu'ils ont demandé la parole au titre du point 3. Electoral, do you have Egypt online? We don't see anyone from Egypt. We don't see anyone from Egypt. Très bien. Donc, l'Égypte n'est pas en ligne pour prendre la parole. Je vais demander si l'Afrique du Sud est en ligne. Electoral? We don't see anyone from South Africa. Alors, conformément à ce que j'avais dit hier, je voudrais savoir si la délégation de l'Érythrée, parce que son Excellence Binam, il avait demandé la parole hier pour le droit de réponse. Est-ce que son Excellence Binam est en ligne? Electoral, do you have Eritrea online, please?
We don't see anyone from Eritrea. We don't see anyone. Très bien. Alors, pour la liste des INDH, il y en a 3. Je souhaite les faire passer, comme ça on va reprendre les autres par la suite avant d'aller au panel. Ethiopian Human Rights Commission. Ça sera, je pense, la commissionnaire ou la commissaire en chef, Chief Commissioner, c'est Rakeb Mesele, qui est la Deputy Chief Commissioner. Est-ce que la commission éthiopienne des droits de l'homme est en ligne? No, we don't see them. La commission éthiopienne des droits de l'homme n'est pas en ligne. Je vais demander, est-ce que nous avons le National Human Rights Commission of the Gambia? Normalement, le speaker va être Emmanuel Daniel Diouf, le chairperson lui-même. Numéro de statut d'observateur numéro 18. Yes, they're online. National Human Rights Commission of the Gambia. If they are online, you can give them the possibility to speak for 5 minutes, please. Good morning, Chairperson. Can you hear me? Can everybody hear me? Nous vous entendons. To issue the statement from the National Human Rights Commission of the Gambia. I'll start with the summary of positive human rights development from November to April of this year. And I'll quickly, the right to vote and parliamentary elections that were just concluded. The Gambia held its first democratic elections of December 2021 since the defeat of the former dictatorial regime of Yahya Jammeh in 2016. The election was widely described by observers as steps towards democratization. In line with the constitutional provision on the right to be registered, the Independent Electoral Commission of the Gambia concluded a nationwide voter registration from the 29th of July 2021 the 4th of December presidential elections and the 9th of April this year National Assembly elections. Described the elections as generally peaceful, free, fair, and transparent, and also credible. It is important to highlight that it was done with ongoing disenfranchisement of the Gambian diaspora population, which totals between 140,000 to 190,000. This political constituent could not vote due to lack of an enabling framework. The Gambia played an important role in galvanizing opposition against the regime of Yahya. In addition, observed that persons with disabilities were not properly catered for in the voting process. There were no paper braille and sign language experts, while some voting centers were largely not accessible to wheelchair users. So these are things that we've observed that needs to be rectified. Submission of the Truth, Reconciliation and Commission recommendations. The government of the Gambia in 2017 instituted a transition process to restore democracy, good governance, and respect for human rights and the rule of law. Built on the pillars of accountability and reparation, the transitional justice process sought a mechanism to establish the circumstances of rights violations committed from 1994 to January 18 during the Jammeh regime in order to be current historical records of Gambia's difficult past.
Consequently, in December 2017, the government passed a legislation to investigate and establish an impartial historical record of the nature, causes, and extent of violations and abuses of human rights committed during that period. 2 years of its after 3 years of its operation, in May 2021, the TRRC ended its public hearings and submitted its to the president on the 20th of November 2021, with the report distributed to stakeholders on the 24th of December 2021. The 16 volumes report addresses various thematic issues and contains 420 and 218 recommendations. The public, the victims, civil society, and it now awaits for the government's white paper, which is expected in this May, on how the government is going to implement its recommendation of the TRRC. So quickly, a summary of negative human rights development from November to now. The voter registration process, which I have mentioned, brought to the fore the need for Gambian to digitalize birth and death registrations for the purposes of voter. Those voters without identity documents were required to obtain what was known as attestation from the village heads. This practice raised problems, accusation and counter-accusation between sympathizers of different political parties, as they accuse each other of using their influence over the local chiefs to register unqualified individuals to boost the numerical advantage of the registered followers. The authority, so this needs to be rectified. Post-electoral disturbances. There was some registered post-electoral disturbances following the declaration of the presidential election results, with supporters of the main opposition party, United Democratic Party, and according to reports received by the Commission, some UDP supporters sustained serious injuries as a result of the intervention of the police intervention unit that was dispatched to disperse the supporters. The National condemned the unfortunate incident involving the use of tear gas and other forms of force and other use of force by the call on the police to always exercise maximum restraint in dispersing crowds and managing assemblies. While recognizing the important role that the police and other state security agents play in the protection, lives, and maintenance of and peace and security, the Commission urged them to maintain professionalism and utmost restraint. The institutional reforms, in particular, security sector reform, remains largely incomplete. Therefore, the government is encouraged to expedite the process of that they have the on human rights required to do their job. Complaints, law enforcement for human rights continue to fill the National Human Rights Commission dockets and our complaint system. Quickly, the conclusion recommendations. The government of the Gambia must ensure the children are registered at birth, and digitalize birth and death registration, and make the naturalization process transparent through popularization of the relevant regulations, ensure centers are located at places which are accessible to persons with disabilities, the elderly, pregnant and lactating women, sign where feasible, sign language, interpreters to registration centers to assist officers in their communication with persons who are hard of hearing. Expedite the security sector reform of this country and enact prohibition of the torture bill to outlaw and criminalize torture, implement the recommendations of the TRRC, which we are all waiting for the government's white paper in this May, encourage political participation of disadvantaged groups
such as disabilities, women, and minorities. Sorry, I had to ask in order to not go past my 5 minutes limit. Thank you very much. Après le temps. Merci. Merci beaucoup. J'étais en train de vous arrêter, mais je ne voyais pas que mon micro lui-même, il était fermé. C'est pour ça qu'il y a eu ce débordement. Nous vous remercions pour votre contribution, votre déclaration au titre du point 3 de l'ordre du jour. La commissaire rapporteur pays de la Gambie aura cette déclaration et verra dans quelle mesure échanger avec vous sur les actions à entreprendre au titre des recommandations et vos conclusions par rapport à cette note. Merci beaucoup. On a des contraintes de temps. On s'excuse beaucoup et énormément de limiter le temps de parole parce qu'on court après l'agenda. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais finalement donner la parole, avant de passer au panel, à la Commission tanzanienne des droits de l'homme qui s'est inscrite ce matin. Est-ce que la Commission tanzanienne des droits de l'homme est en ligne? Est-elle? Est-elle? Peux-tu nous dire si la Commission tanzanienne des droits de l'homme est en ligne? We don't see Tanzania. Merci beaucoup. Je termine provisoirement la liste sur le point 3 à l'ordre du jour. J'ai appelé l'État de l'Égypte qui n'était pas en ligne. J'ai également appelé la République sud-africaine qui n'était pas en ligne, tout comme j'ai dû appeler à titre exceptionnel, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, j'ai appelé son Excellence Binam qui a demandé la parole pour le droit de réponse par rapport aux allégations d'une ONG qui était faite hier. Malheureusement, il n'était pas là. Nous avons appelé 3 INDH. Une seule a répondu, c'est la National Human Rights Commission of the Gambia. Nous remercions M. Emmanuel Daniel Joff, qui est le chairperson de cette institution, pour avoir pris part à nos travaux et nous lui promettons que les recommandations seront suivies par le rapporteur pays. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'autre point qui est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la commémoration, du panel sur la commémoration de la feuille de route d'Addis Abeba qui fête ses 10 ans, une décennie. Cette feuille de route, comme vous le savez, elle est destinée à asseoir le cadre normatif, le cadre de collaboration, de coopération entre les procédures spéciales des Nations Unies et celles de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un cadre important parce que c'est la passerelle finalement qui nous permet d'échanger avec les institutions spécialisées, pas les institutions spécialisées, mais les mécanismes, les procédures spéciales qu'il y a au niveau des Nations Unies. Il faut dire que nous avons fait beaucoup d'activités pendant ces 10 dernières années. Il y a eu des hauts et des bas, mais beaucoup plus de bonnes choses que nous avons passées ensemble. Parfois du retard de notre part, parfois du retard de la part des Nations Unies. Mais dans l'ensemble, globalement, nous pouvons être fiers de ce cadre de collaboration qui est animé par des gens qu'on ne présente plus ces 10 dernières années. C'est quelqu'un comme Clément Voulet, à qui j'adresse mes amitiés personnelles. C'est quelqu'un comme le Shafi qui est à Addis Abeba, c'est quelqu'un comme Maya Salifadel au sein de notre propre institution. Je l'ai trouvé en train déjà d'animer cette structure. Moi-même, je l'ai rejoint depuis un certain temps. Globalement, on peut dire que nous avons eu de très, très, très bonnes relations. Ce panel, normalement, il est destiné à prendre 1 heure. Nous lui donnerons 1 heure. À ma qualité de président de la commission et de rapporteur, je ne fais qu'une petite introduction d'1 minute maximum pour gagner le temps. Mot d'ouverture pour dire la bienvenue à tout le monde. Mais pour le reste du déroulé de ce panel, nous allons
compter sur le ministère de la vice-présidente Maya Salih Fadel, qui va faire la modératrice de ce panel. Je vais tout de suite d'ailleurs lui céder la parole pour 1 heure. On va terminer pour ce panel à midi. Il sera, je pense, midi 13h09 ou 10 heures de Banjul. Nous devons faire pour que le tout reste dans l'heure parce qu'on est déjà en dépassement de quelques bonnes dizaines de minutes, sinon une bonne heure de dépassement depuis le matin. Sans tarder, Madame la vice-présidente, je vous cède la parole pour que vous nous preniez en charge dans ce panel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également aux participants qui vont rester avec nous pour participer à ce panel qui vient commémorer les 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba. Alors, je vais être à la fois modératrice, comme vous l'avez dit. En principe, c'était vous, mais je vais quand même modérer le panel et je vais quand même, avant tout propos, présenter les différents intervenants. Alors, nous allons avoir le plaisir d'écouter Monsieur Clément Voulet, qui n'est plus du tout à présenter, comme vous l'avez fait précédemment. Il est le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion et d'association pacifique et membre du groupe de travail conjoint sur la feuille de route qui va nous entretenir sur les défis de la mise en œuvre de la feuille de route et des perspectives d'avenir. Nous aurons également, en principe, Madame Meskerem Djezet, qui est commissaire aux droits de la femme et de l'enfant à la Commission éthiopienne des droits de l'homme. J'espère qu'elle est encore avec nous parce qu'on m'a indiqué qu'elle avait un engagement. Nous l'aurons justement pour présenter la perspective de la société civile sur la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba et également, nous l'aurons pour les perspectives des INDH sur la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba. Nous aurons également Madame Corlette Letlohan, directrice exécutive de l'Institut des droits de l'homme d'Afrique du Sud, qui est une personnalité que nous connaissons depuis très longtemps et qui va intervenir sur les perspectives de la société civile sur la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba. Nous aurons ensuite, bien sûr, un créneau attribué à l'interaction avec les participants. Alors, sans plus tarder, je vais faire ma présentation qui consiste surtout à donner une vue d'ensemble sur la feuille de route d'Addis Abeba à l'ensemble de nos participants et surtout, je m'adresse surtout aux nouveaux commissaires qui ont rejoint la Commission africaine, de manière à les édifier sur ce qu'est la feuille de route d'Addis Abeba. Je vais tout d'abord reprendre une citation que l'on retrouve d'ailleurs dans notre note conceptuelle qui dit « C'est une occasion historique de conjuguer nos efforts et de travailler ensemble pour remplir les importants mandats qui nous ont été confiés au profit des détenteurs des droits en Afrique. » C'était la déclaration de Madame Farida Shahid, ancienne présidente du comité de coordination des procédures spéciales, en janvier 2012. Et lorsqu'on évoque janvier 2012, c'est effectivement la rencontre entre nos deux mécanismes, les mécanismes notamment concernant les procédures spéciales qui relèvent du Conseil des droits de l'homme et nos mécanismes, c'est-à-dire la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La première rencontre a eu lieu le 17 et 18 janvier 2012 à Addis Abeba, d'où l'intitulé de la feuille de route d'Addis Abeba, qui a permis justement d'asseoir l'esprit de la collaboration et de la coopération entre nos différents mécanismes. Alors, cette feuille de route d'Addis Abeba, lorsque nous étions à Addis Abeba, puisque j'étais moi-même là-bas en 2012, a permis de réunir tout d'abord 5 commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 membres experts qui représentaient le groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels et un expert qui représentait le groupe de travail sur la peine de mort. Du côté des procédures spéciales, il y avait 9 procédures spéciales qui étaient réunies à Addis Abeba avec également des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et des représentants également de la Commission de l'Union africaine. Donc, ce fut 2 jours très denses de discussions autour de ce que serait cette collaboration entre nos mécanismes. Une première question qui avait jailli déjà au moment des débats, c'était se dire, est-ce que nous sommes en présence notamment de cette faisabilité? Comment allons-nous opérer pour asseoir cette collaboration? Donc, la question de la faisabilité ne se posait plus en réalité puisque nous étions là pour
adopté cette feuille de route d'Addis Abeba. Une deuxième question également était importante, c'était l'idée de l'opportunité. L'opportunité était également avalisée, il y avait un consensus sur cette opportunité de pouvoir rassembler nos efforts conjoints entre des mécanismes des Nations Unies et les mécanismes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. D'autant plus que je dirais que l'assise même de cette collaboration qui a donné naissance à la feuille de route d'Addis Abeba se retrouve déjà dans un certain nombre de résolutions, se retrouve également, je me souviens, au sommet mondial de 2005, lorsqu'il y a eu cette idée, cet appel au renforcement déjà de la collaboration entre les mécanismes des Nations Unies, mais en 2006 également, lors d'une réunion importante de partenariat entre les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et l'Union africaine, on avait également appelé à renforcer cette collaboration avec les organismes régionaux. Donc, cette feuille de route d'Addis Abeba, comme je l'ai dit, s'appuie sur un grand nombre de résolutions et cette feuille de route également va cibler un certain nombre d'actions spécifiques. Alors, pour rappeler très rapidement, c'est dire que les procédures spéciales des Nations Unies, qui se divisent en procédures thématiques et en procédures pays, donc nous avons deux catégories. De même, en ce qui concerne la dénomination, nous allons donc avoir aussi bien des rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des groupes de travail. Donc voilà un petit peu l'architecture avec laquelle cette feuille de route d'Addis Abeba va évoluer. De notre côté, nous avons bien sûr les commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'heure actuelle, il y a pratiquement, je parle sous le contrôle de M. Clément Voulet, je crois 44 mandats thématiques et à peu près 12 ou 13 mandats pays. Alors, parmi les mandats pays, ce sont des mandats qui recouvrent notamment la République centrafricaine, l'Érythrée, le Mali, la Somalie et dernièrement, le Conseil des droits de l'homme, je crois en septembre 2021, pour mettre fin aux missions d'enquête au Burundi, a créé également un mandat pays en ce qui concerne le Burundi. Donc voilà un petit peu l'interaction qui va animer ce partenariat entre pratiquement, comme je l'ai dit, 56 ou 57 procédures spéciales et 11 commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, avec bien sûr l'instauration de points focaux au niveau des secrétariats, mais également au niveau des deux mécanismes. Alors, je vais très rapidement, puisque nous sommes dans une journée de célébration des 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba, célébration qui s'impose parce que lorsqu'on met en place une journée de célébration, c'est également une journée d'évaluation du travail qui a été apporté par un processus. Donc, quelle va être la valeur ajoutée des 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba, de cette initiative importante entre nos deux mécanismes? Je vais les évoquer à travers justement le travail conjoint qui s'est développé, qui a été réalisé au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire tous les efforts qui ont été réalisés en lien avec la feuille de route d'Addis Abeba ont pour la plupart été entrepris de manière conjointe, avec notamment ce que j'appellerais des évolutions en dents de scie, mais dans de nombreux cas, nous avons pu réussir à apporter des contributions importantes à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Donc, je vais citer très rapidement les différentes activités que nous avons menées dans le déroulé de ces 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba. Il s'agit tout d'abord de déclarations publiques conjointes et de communiqués de presse. Alors, j'ai à peu près un éventail de 30 déclarations publiques et communiqués de presse, des événements de sensibilisation conjoints et participation à des événements parallèles également, donc plusieurs événements. Nous sommes à peu près à 35 événements conjoints. L'implication dans le travail thématique, c'est-à-dire des études, tout ce qui peut concerner les documents de soft law, avec notamment des lignes directrices, des études, des principes directeurs, des observations générales. Parfois, nous sommes consultés. Nous en avons à peu près 15. Une participation à des réunions annuelles des procédures spéciales. Là, il y a un taux très faible puisque cette réunion annuelle qui regroupe l'ensemble des présidents des procédures spéciales se déroule en général entre le mois de juin et juillet à Genève et nous n'avons eu que 3 participations à ces réunions annuelles. Participation aux sessions ordinaires de la Commission africaine de la part des procédures spéciales. Nous en avons à peu près une quinzaine. Nous invitons constamment les procédures spéciales à venir participer à l'ouverture de nos sessions ordinaires, également à nos travaux pendant la session publique. Participation à des sessions du Conseil des droits de l'homme, nous en avons recensé à peu près 8 en ce qui concerne la présence de la Commission africaine. Nous avions également des événements qui concernent la collaboration sur des domaines thématiques
et également des pays spécifiques. Là, j'en ai quand même pu recenser à peu près 24 où nous avons dû échanger sur des problèmes d'intérêt commun. Il y a également ce que j'appellerais les missions de protection ou les missions d'enquête. Alors, il y a à cet actif très peu de missions d'enquête conjointes. Je citerai celle notamment de la Côte d'Ivoire qui avait été menée avec la commissaire Gansou et également celle du Burundi à laquelle j'avais participé. Là, effectivement, c'est un point sur lequel peut-être que Monsieur Clément Voulet reviendra un petit peu sur la faiblesse des commissions d'enquête conjointes. Il y a également le suivi des recommandations, comme je l'ai dit, par pays, sur la base de toutes celles qui sont formulées par les deux systèmes, c'est-à-dire les recommandations qui sont issues des rapports périodiques des États qui se présentent devant la Commission africaine. Il y a également les recommandations des visites pays et nous avons également de notre côté cet échange de recommandations qui sont issues soit de l'examen périodique universel auxquels participent les États africains de manière cyclique tous les 4 ans, et également des recommandations qui sont issues parfois du travail des procédures spéciales. Donc, ce sont autant notamment d'activités conjointes qui viennent enrichir, encore une fois, la synergie entre nos deux mécanismes. Il y a également ce que j'appellerais beaucoup plus la contribution par les deux systèmes à ce qu'on appelle des actions préventives d'alerte précoce. Ici, malheureusement, nous n'avons pas du tout évolué en l'espace de 10 ans. En ce qui concerne les visites conjointes, il y en a eu quelques-unes, très peu. Je note à peu près 3 visites conjointes pratiquement, ou peut-être 2 tout simplement. Alors, il y a par contre, en ce qui concerne le renforcement de capacité, des points positifs qui ont été entrepris en ce qui concerne la connaissance et l'apprentissage de pair à pair, c'est-à-dire des sessions d'initiation et d'échange entre le personnel. Ça, c'est un point qui est très important et qu'il faudra également renforcer. Et enfin, le dernier point, c'est surtout les messages que nous adressons aux ONG, également aux INDH, mais je pense que sur ce plan, il y aura une intervention des différents panélistes qui vont nous édifier sur ce point. Donc, renforcer la collaboration avec les mécanismes des Nations Unies, notamment les procédures spéciales, c'est effectivement une manière d'intégrer de manière beaucoup plus importante les droits de l'homme aux activités qui sont menées par nos différents mécanismes, mais c'est également ce que j'appellerais une interaction accrue, une collaboration renforcée avec les mécanismes des Nations Unies, d'autant plus que nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises le caractère ou les principes généraux des droits de l'homme, c'est-à-dire le caractère universel, le caractère complémentaire entre les différents mécanismes, aussi bien internationaux et également régionaux. Alors, parallèlement à également toute cette interaction, c'est que nos deux mécanismes également très souvent travaillent dans le cadre de référence aux mêmes instruments. Ça, c'est également important dans la mesure où il est prévu déjà dans notre charte africaine que lorsque nous sommes appelés à intervenir, par exemple, dans des communications, lorsque nous sommes appelés à intervenir par rapport à des études, à des instruments de soft law, nous avons ce que j'appelle des regards croisés à l'endroit des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et également, j'ai pu remarquer que les procédures spéciales également font parfois référence à nos textes africains. Donc, nos deux mécanismes, bien que différents peut-être par nature, comme je l'ai évoqué précédemment, même peut-être sur la manière de travailler, se complètent et se renforcent mutuellement. Ils forment ce que j'appelle un ensemble dont les différentes recommandations sont importantes, elles sont même cruciales pour faire en sorte que les obligations juridiques et les engagements pris par les États se traduisent en termes concrets sous la forme de cette feuille de route d'Addis Abeba qui vise à améliorer la situation des droits de l'homme dans nos pays et notamment les pays africains. Alors, renforcer cette collaboration avec les mécanismes, c'est ce que reflète la feuille de route d'Addis Abeba et nous pouvons également assurer, dans le cadre de cette feuille de route d'Addis Abeba, les liens permanents que nous entretenons avec les points focaux de la feuille de route d'Addis Abeba. Cela suppose également que les différents points focaux puissent échanger au moment voulu, en temps voulu, sur un certain nombre de points, surtout lorsqu'il y a urgence. Je voudrais, avant de terminer, évoquer le fait que, quel que soit justement le résultat escompté de la feuille de route d'Addis Abeba, puisque nous célébrons les 10 années de la mise en œuvre de ce processus important, donc quel que soit le fruit de ce travail entre nos deux mécanismes, les contributions
de nos, je dirais, de nos mécanismes, c'est-à-dire des commissaires, des procédures spéciales, sont de plus en plus rayonnantes dans la mesure où nous sommes appelés, à l'heure actuelle, et nous avons vu l'évolution ces derniers temps, à intégrer de plus en plus l'apport des procédures spéciales lors de nos réunions, lors de discussions bilatérales, très souvent avec, moi je cite par exemple, le fait de faire participer les procédures spéciales dans la validation de nos études, de nos principes directeurs, le fait également d'avoir des entretiens bilatéraux avec des procédures spéciales, parfois sur des questions très spécifiques. Tout cela permet également de mieux cibler, de mieux faire fonctionner la feuille de route d'Addis Abeba et également de renforcer la capacité de nos mécanismes à assister les États dans l'élaboration de nouveaux cadres concernant l'intégration des recommandations, comme je l'ai dit, relatives aux droits de l'homme. Alors, pour terminer, je voudrais encore une fois peut-être lancer un appel à l'endroit de nos deux mécanismes, c'est-à-dire renforcer la feuille de route d'Addis Abeba, évaluer, faire le bilan, et je crois que monsieur Clément Voulet va le faire très précisément, mais ce bilan, à l'heure actuelle, il me semble que cette évaluation n'est pas négative. Elle est positive et elle va nous permettre encore de rebondir sur ce que j'appellerais de nouveaux champs d'interaction. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais également évoquer en ce qui concerne cette feuille de route d'Addis Abeba, et j'espère que les prochains orateurs vont également être complémentaires à ma présentation. Merci beaucoup. Merci, alors, Madame la vice-présidente. Je n'ai pas refusé de modérer ce panel. J'avais simplement demandé que vous le fassiez, mais sinon je vais le faire. D'accord. Non, non, je peux continuer. Il n'y a pas de problème. J'ai terminé mon intervention. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Clément Voulet, qui va nous entretenir justement sur les défis qui sont tirés de la feuille de route d'Addis Abeba et qui nous attendent pour l'avenir et également les perspectives d'avenir. Monsieur Clément Voulet, vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Honorable Chair and Vice Chair, Honorable Commissioners, Excellencies, colleagues, all protocols duly observed. It is my great honor to contribute to this panel organized to commemorate the 10th years anniversary of the Addis Ababa Roadmap. We already heard from the Commissioner Fadel Maya what is about this roadmap, how it came into being. I would like at the outset of my presentation to pay tribute to one of the driving forces and minds behind this roadmap and its achievements, the late Christophe Hens, who passed away prematurely more than a year ago. It is not only for the achievements of the roadmap, but also to his honor and memory that I'm here to commemorate this important milestone with all of you. For the benefit of the new commissioner, I would like to recall that the system of the UN Special Procedure has had a long history of connecting and cooperating with the regional human rights systems. Initially, this cooperation used to be rather ad hoc at the initiative of individual mandate holder. Over the years, this cooperation has become more institutionalized. The first example being the Addis Ababa Roadmap, which led the way, as Commissioner Maina said, for the UN Special Procedure to agree on a similar roadmap with the Inter-American Human Rights Commission in 2018. This Addis Ababa Roadmap has often been quoted in many different fora as one of the success story, a blueprint of cooperation between the international and regional human rights system. And it has indeed contributed considerably to the realization of human rights ideals, but this has not been the easiest of journeys. My presentation, as Commissioner Maya mentioned, will focus constructively on the challenges faced in the implementation of the Addis Ababa Roadmap. The roadmap still, let me be honest, the roadmap still lacks the full and complete status that will enable unrestrained functionality. In fact, the two system has been constrained to operate
the roadmap as part of their existing mandate, drawing on the personal and financial resources available to them. There has been no opportunity yet to receive additional support in the name of the roadmap since its adoption in 2012. And I think a formal recognition could confer an official status to the roadmap with opportunity for the intergovernmental body to list their activity on its agenda and to request and receive resources for its activity. Or the roadmap will continue to exist only vicariously through the goodwill of its experts. The roadmap has lived on through the efforts of the existing support team of both systems, but without support of its own. This means that the activities have necessarily been added on the existing program, and so creating strain on the capacity of those involved. In addition, the roadmap does not command the equal attention of all experts. The roadmap is essentially a voluntary initiative to which individual mandate holders choose to join, and there may be many different reasons why an expert may choose not to participate, including the absence of a comparative mandate or differences in priority between related mandates. And we also know that the COVID-19 pandemic has also brought to light some of the shortcomings of the roadmap, as the two systems could not address this crisis situation with a joint approach, as the pandemic took everyone by surprise. These are some of the challenges, but as Commissioner Maya mentioned also, we also see through the implementation of the roadmap, some of the challenges related to the conduct of joint country visits, which we try as much as we can to do, but because of our different rule of procedure, we were not able to implement. In my memory, only one country visit, joint country visit, was conducted. So it is important also to think about that. And it's important also to think about emerging crises, as I mentioned, as COVID-19, as climate change, how this roadmap can help us together to address some of these challenges, which are a priority for both systems. Despite the above challenges, the roadmap has revealed beyond doubt the value of cooperation, especially across organization, geography, and cultures. It has helped to reveal the reality of the universality and independence of human rights. I strongly believe that the roadmap still has immense potential, and I would like to encourage the two systems, with the support of all partners, civil society, national human rights institutions, states, donors, to name a few, to re-mobilize energy and commitments for the next decades, and come up with the vision for the Addis Ababa roadmap +10 to include concrete strategy for overcoming the remaining challenge, such as seeking formal recognition, harmonizing our method of work, for example, and continue leading the way and breaking barriers across region, tradition, and practice for the common goal of advancing the realization of human rights. We can also, in looking at this strategy, also think about concrete way in which we can also, as a both system, ensure that some of the urgent issues that need to be addressed can bring our both attention by, for example, conducting joint mission. We know currently that the practice is also to include the expert from the Africa in the Commission of Inquiry, but we can also reinforce such practice within the special procedure and the rapporteur of the African Commission. I think we have availability, and we have also opportunity also seeing the emerging challenges, but also some of the thematic issues to ensure that both systems come together to address those issues in the perspective of international system, but also the regional system.
And we are also seeing, and I would like also to raise that states are willing also to see today both systems working together, as it is important. And many states also agree that they would like to hear from their regional system. And I think sharing expertise on both systems and ensuring also that we share how we analyze the situation in specific states will help also to strengthen our method of work, but also ensure also that we have more impact. Before ending, and I know that most of the other panelists will be talking also about some of the challenges. Before ending, I would like also to invite states, civil society, and donor, another stakeholder to support and join us to celebrate in person, and I hope at the 72 session of the African Commission, which I hope will be somewhere that we can all together come with our strategy, activities, and also to try to revigorate this joint initiative, which should be, and I mentioned that it should be also a proud for the African Commission, because the Commission was really instrumental in adopting this roadmap. So let me end here and thank all of you, and I look forward to our discussion. And please feel free, and particularly for new commissioner, and to ask any question that you may need to know or you want to know in relation to the UN perspective in relation to this roadmap. Thank you very much for listening to me. Merci beaucoup, Monsieur Clément Voulet, pour votre intervention, tout en ayant pointé du doigt également ce qui est important, les faiblesses de la feuille de route d'Addis Abeba, mais ces faiblesses ne doivent pas impacter quand même la valeur ajoutée des activités que nous avons menées, mais qui restent également peut-être à améliorer, comme vous l'avez dit, et à renforcer. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je ne sais pas si Madame Meskerem Djezet, commissaire aux droits de la femme et de l'enfant et qui représente la Commission éthiopienne des droits de l'homme, est encore avec nous. Parce que je sais qu'elle avait un engagement. Etouel, est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est? Oui, voilà. Très bien, très bien. Bonjour, bonjour. Très contente de vous revoir, Miss Karen. Ça fait bien longtemps. Eh bien, j'ai donc tout le plaisir de vous passer la parole, puisque vous allez nous entretenir sur les perspectives des INDH sur la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba. Vous avez la parole. Merci. 7 minutes. Thank you very much. Honorable Chairperson and Vice Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable and esteemed colleague in the UN Special Procedures, Clément Voulet, UN Special Rapporteur on the rights to freedom of association and assembly, Honorable Commissioners of the African Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocols are observed. It's really my great pleasure to see you all, as I've been working in different capacity with most of you. On behalf of the Ethiopian Human Rights Commission, I wish to extend my compliments and also sincere thanks for the opportunity to join this panel. On this occasion of the 10 years anniversary of the Addis Ababa Roadmap, I also would like to send my warm congratulations from Addis Ababa, actually. I'm honored to present the perspective of African national human rights institutions on the implementation of the roadmap. I actually remember the early days of the roadmap and all the discussions around it back then while I was in Banjul, closely working with the African Commission. As we know, Article 45 of the African Charter provides that the African Commission shall cooperate with other African and international institutions concerned with the promotion and protection of human rights. And as mentioned by earlier speakers, the Addis Ababa Roadmap is an important framework which guides the cooperation between special mechanisms of the African Commission and the special procedures of the UN Human Rights Council, which also
support in great measure the promotion and protection of human rights on the continent. We note that among the many ways through which the roadmap advises cooperation between the African Commission special mechanisms and the UN Human Rights Council special procedures are joint statements, activities, missions, as were already highlighted, follow-up on country-based recommendations, information sharing and learning, and encouragement of civil society organizations, NHRIs, and other institutions that are also considered as partners by both of the systems. And then, of course, at this juncture, we emphasize that NHRIs are partners considered as key partners by both the UN and the African Union human rights institutions and mechanisms towards the promotion of and protection of human rights on the continent. Article 26 of the African Charter also provides that states have the duty to allow the establishment of and the improvement of appropriate national institutions interested with the promotion and protection of human rights and freedoms guaranteed by the Charter. I actually always emphasize that the Charter, the African Charter, is the first human rights treaty to recognize NHRIs and to speak of states' duty on their establishment. More specifically, in the African Commission, in its resolution on granting affiliate status to NHRIs, that was adopted in May 2017, it recognized the important role of NHRIs and specialized human rights institutions in Africa in the promotion and protection of human rights, as well as in creating public awareness on the continent as far as the rights in the Charter are concerned and their implementation. Coming to the UN, also the UN General Assembly and the UN Human Rights Council, as we know, regularly adopt resolutions affirming international support to NHRIs and encourage the participation of NHRIs across UN mechanisms and processes. Most of these resolutions recognize the important and unique role of NHRIs to monitor, advise, promote, and protect human rights at the national level. UN treaty bodies, special procedures routinely recommend for the establishment and strengthening of national human rights institutions and pursuant to the Paris principles, the principles relating to the status of national human rights institutions. And more importantly, in December 2021, an important resolution was adopted by the UN General Assembly, which notes that NHRIs are often referred to as bridge between the international and national human rights protection systems. The long-standing contribution of NHRIs to the work of the UN human rights bodies and mechanisms, including by sharing independent information and analysis on human rights situations in their national jurisdiction, was recognized. The network of the African National Human Rights Institutions, NANRI, comprises of 46 members, as most of us may know, and while also 30 African National Human Rights Institutions are accredited by the Global Alliance for National Human Rights Institutions, GANRI, including the Ethiopian Human Rights Commission, which I'm representing today. NHRIs have an important and unique role at the national level, in as much as regional human rights mechanisms like the African Commission and its special mechanisms also have unique role and insight at the regional level. It's so therefore vital for NHRIs to support the Addis Ababa roadmap, which formalizes the cooperation between international mechanisms such as the special procedures of the UN Human Rights Council and that of the special mechanisms of the African Commission. And we believe this is important for the effective execution of their respective mandates in promoting and protecting human rights on the continent. And we have seen NHRIs increasingly engaging with and supporting their regional and international counterparts in the promotion and protection of human rights. Actually, I'm a witness to that as a previous expert member of and a collaborator
with the special mechanisms of the African Commission, and lately as a UN Special Procedure Mandate holder, and now also as a member of an NHRI. I personally have the great opportunity to see the value of NHRI's roles in supporting the regional and international human rights institutions at different levels in operationalizing human rights frameworks and standards, and also supporting the realization of human rights in many countries. We know that also NHRIs provide valuable information on context-specific thematic issues, owing to their unique understanding of the context of specific human rights concerns and issues in their countries. For example, from our experience at the Ethiopian Human Rights Commission, following a call for inputs by the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, our commission made a detailed submission on the issue of the right to election of internally displaced persons. We also see several other submissions made by NHRIs in response to calls made by various special rapporteurs. NHRIs are key stakeholders that the UN and the African Union special mechanisms meet during their country visits, but also in advance of country visits for information gathering, planning, and preparation of the visits also. This could address, as most of us have witnessed, the gap in information that the UN and the African Union mechanisms face on recommendations related to a country, and also with respect to up-to-date information on the human rights concerns in a country. As a member of UN Special Procedure, I myself have witnessed the indispensable value of this engagement. Madame Mesqueren, est-ce que vous pouvez conclure? Madame Mesqueren, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Okay. Thank you. So coming to the conclusion, while numerous successes have been recorded under the Addis Ababa roadmap over the past 10 years, there is still for improvement. And for example, we would like to emphasize, although the Addis Ababa roadmap indicates national institutions as partners of both systems, it doesn't set out how it can effectively engage with NHRIs and how NHRIs can also support the implementation of the roadmap. So any further plan on the roadmap should clearly lay out how special procedures and special mechanisms should engage with NHRIs. Honorables and distinguished delegates, thank you for your attention, and we look forward to engaging further in building stronger collaboration with and between UN and African Union mechanisms. Good day. Merci beaucoup, Madame Mesqueren, pour votre contribution. Merci surtout pour la conclusion à laquelle vous êtes arrivée, c'est-à-dire peut-être réfléchir ensemble sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut quantifier et améliorer la relation entre les INDH et les différents mécanismes, que ce soit onusiens et également africains. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Corlette Letlojan, directrice exécutive de l'Institut des droits de l'homme d'Afrique du Sud, qui va nous entretenir sur les perspectives de la société civile sur la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba. Madame Corlette, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui? Je ne vous vois pas sur l'écran. Étoile, est-ce que Madame Corlette est avec nous? Étoile? We don't seem to see her. Non, elle n'est pas connectée. On ne la voit pas. Étoile, vous ne la voyez pas? We've connected her. We've connected her. Oui. Yes, I am online. Ah oui, ça y est, nous la voyons. Yes, I am online. Allez-y, Corlette, allez-y. Thank you, Chairperson of the African Commission, Vice Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, UN Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly, and
colleagues, ladies and gentlemen, it is an honor to be invited and to be part of this important historic commemorative event, which is celebrating the 10th anniversary of the Addis Ababa roadmap between the UN Special Procedure and the African Commission on Human and People's Rights. We are humbled as a civil society to the fact that this collaboration has existed for 10 years without a proper or formalized status where resources will be earmarked and be provided for the gallant work that this collaboration has established. It is an important mechanism, even though it has been played or contributed through voluntary means of experts coming from the African Commission and also from the UN, contributing their invaluable time and skills to fast track and accelerate human rights promotion and protection in the African continent. Their joint activities that included issuing of appeal statements and country visit have been very invaluable and has encouraged the survivors of human rights violations that a speedy action is possible through joint and collaboration. It amplified the monitoring on both levels, at the African level side and also at UN, to monitor closely violations of human rights and engaging member states to develop preventative measures and to take steps to mitigate the gross human rights violations that continue to face our people. We have seen general comments, for example, on the right to life, and also I was part of the civil society in Yamoussoukro when we had a visit by the UN Special Rapporteur then, who is late, Professor Christophe Harris, who recommended that the mechanism of the Special Rapporteur on extrajudicial killings be matched to include disappearances as well. We advocated for that mechanism to have a joint principles to enable the Special Rapporteur to conduct their work with effectiveness. And the cross exchange of expertise and resources have been very invaluable, because we have seen as well from Ivory Coast experience the precedent of development of a model law, because engagement between human rights, Special Rapporteur on human rights defenders with the UN, learning the advancements that were taking place, particularly regarding the Declaration on Human Rights Defenders in the world. This is a global mechanism that has been really so pivotal to us here in the continent. We've seen other mechanisms, for example, protecting people with albinism. We've seen sexual orientation and gender identity receiving the proper mechanisms, even though there has been some shortcomings that we have experienced along the way. It is unfortunate that we are seeing more regression than progress, particularly in countries where human rights records were bleak and were undermined. We've seen improvement with regard to some of the joint interventions and the impact and the following up on some of the issues that the civil society were raising and bringing to the attention of the Commission, working collaboratively with the UN expert. We are recommending that the guideline on freedom of association, which is so pivotal to human rights defenders. We've seen progress made on general comments at the UN. We are recommending that a general comment that will elaborate more on the laws that member states can develop
to really provide an enabling environment at a national level and to ensure that there is no mandatory registrations, that civil society, human rights defenders, they can function independently in their countries without being compelled to be formally registered, because the guidelines recognize participation of citizens in the work of the Commission, in the work of the African Union member states. It is founded on the principles that the African Commission have been working tirelessly for decades to ensure that member states, understand and repeal all obstacles, all arbitrary laws that are, restricting freedom of expression, freedom of association and assembly. We are recommending as well that the country visit was one of the major, important, achievement in some of the countries. We will recommend that as we now moving into a new phase, that we should prioritize country visit, because our African Commission, a special mandate holders, they have got double mandates. They are special rapporteur and the country rapporteur, unlike at the UN level. UN level, they are appointed through resolution. At the African Commission, there's a lot of amount of work and capacity is needed to support, even with resources, to enable them to reach many countries. We are advocating for the rights of migrants. We are advocating for peace. We are advocating for unity, for social solidarity through the mechanism of the African Commission. And through country visit, this is where the Commission will engage and meet diverse groupings, even national human rights institutions that we have seen close ranks, working together with them in the Commission, increasing since the roadmap has been put in place, and engaging more on the rights on the ground. And we are also recommending the African Commission with a press statement to continue engaging member states and also create a platform where they can have one-on-one with state parties. We are encouraging that a meeting, strategy planning be arranged with the roadmap to continue for the next generation, and also to mobilize resources, because it is unfortunate that we do not have a proper plan of action and resources to enable such a remarkable mechanism to continue. And I congratulate all of you for really taking your time and resources that you do not have to do this work on voluntary basis. Thank you very much for the opportunity. Merci beaucoup, Madame Corlette, pour votre participation et surtout pour les recommandations que vous avez évoquées à la fin de votre présentation. D'ailleurs, je vais vous demander peut-être de les transmettre au secrétariat de la Commission africaine pour que nous puissions les partager également avec les procédures spéciales. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous avons quelques personnes, quelques participants qui voudraient poser des questions aux panélistes de cette thématique relative au 10e anniversaire de la feuille de route d'Addis Abeba. Alors, j'ai sur la liste le représentant de la République du Burkina Faso, Monsieur Ouadraogo, qui s'est inscrit pour une intervention autour de ce panel. Étoile, est-ce que le représentant du Burkina Faso est en ligne? No, we don't see them. Non, d'accord. D'accord. Alors, nous passons aux organisations de la société civile et il y a l'ONG Mat for Peace. Mat for Peace. Who's present? Est-ce qu'ils sont là? Mat for Peace. C'est Monsieur Bassab Essameldin. Étoile. Non? Don't see them this time. D'accord. Alors, nous avons... D'accord. Merci. Alors, nous avons une dernière ONG qui s'est inscrite. C'est le Eastern Horn of Africa Human Rights Defender Project. Flora Steven.
Donc, c'est le projet des défenseurs des droits de l'homme pour la Corne de l'Afrique. Flora Steven. Yes, hello, I'm here. D'accord. Vous avez la parole. Vous avez la Merci. parole. Merci beaucoup. Très brièvement, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci. Merci. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates represented, distinguished ladies and gentlemen. As a representative of African Defenders and Defenders, I would like to confirm that our organization was able to work in line with the Addis Ababa roadmap, bringing both the ACHPR special mechanisms and the UN special procedures together. We find it an important mechanism for cross-pollinating expertise, advocacy, engagement, and solidarity. As we mark the 10-year anniversary of the roadmap, we would like to suggest a clearer coordination mechanism of the roadmap to continuously take stock of progress on its implementation. This could take the form of an annual online convening between African and UN special procedures, state representatives, national human rights institutions, and civil society, to reflect on past achievements and challenges and improve ways of further collaboration. Additionally, in the context of shrinking civic space on the African continent, the Addis Ababa roadmap ought to contribute to early warning, early response by providing inputs to the UN or AU Peace and Security Council on relevant issues by offering their views and perspectives. Finally, in line with the Memorandum of Understanding between OHCHR and the ACHPR, we find it a tremendous opportunity for further cooperation and collaboration between the ACHPR special mechanisms and the UN special procedures. I thank you. Madame le vice-président, votre micro est fermé. Oui, oui, effectivement. Donc, je remercie Madame Flora. Je crois qu'il n'y a pas d'autres intervenants. Très rapidement, je vais peut-être repasser la parole aux différents... Matt for Peace is now online. Ah, Matt for Peace, ils sont là, d'accord. Alors, est-ce qu'ils sont connectés? Yes, give them access. D'accord. Matt for Peace, très rapidement. شكرا سيادة الرئيس. تشكل خارطة طريق أديس أبابا أداة مهمة للغاية لتقوية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا، وعلى الرغم من بعض الإنجازات الملحوظة حتى اليوم لا يزال هناك بعض التحديات. سيادة الرئيس تقدم مؤسسة معهد التوصيات التالية للجنة لتعزيز اعتماد خطة عمل سنوية. Les interprètes, est-ce que vous êtes là? هل تسمعونني؟ Les cabines d'interprétariat pour le français. Les interprètes, est-ce que vous êtes en ligne? Les interprètes, est-ce que vous êtes en ligne? سيادة الرئيس تقدم مؤسسة معهد التوصيات التالية للجنة لتعزيز لا من فضلك ما فيش ترجمة من فضلك دقيقة. اتفضل. انتظر دقيقة فقط. Les interprètes, est-ce que vous êtes en ligne? Étoile, les interprètes ne sont plus avec nous? Ah, d'accord. D'accord, parce qu'on ne vous entendait pas. D'accord. واصل من فضلك واصل. أكمل. d'accord. شكرا سيادة الرئيس. تشكل خارطة طريق أديس أبابا أداة مهمة للغاية لتقوية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا، وعلى الرغم من بعض الإنجازات الملحوظة حتى اليوم لا يزال هناك بعض التحديات. لذا تقدم مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التوصيات التالية للجنة لتعزيز تفعيل خطة عمل أديس أبابا. أولاً، اعتماد خطة عمل سنوية تحدد ما تخطط لكلا الآليتين تنفيذه بالتعاون مع الطرف الآخر، بحيث يكون من الأسهل تحديد احتياجات التعاون.
ثانيا، ينبغي للمكلفين بالولايات الموضوعية من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السعي للوصول إلى نظرائهم الدوليين عند إصدار التقارير ذات الاهتمام المشترك، والعكس أيضا، بموجب خارطة عمل أديس أبابا ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المفوض السامي للأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2019. ثالثا، العمل على تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خارطة الطريق من خلال اختيار ممثلين من الأقاليم الأفريقية معنيين بتنفيذ أهداف خارطة الطريق. شكرا سيادة الرئيس. شكرا على الأسئلة وكذلك على التحديات المذكورة والتوصية، سوف نأخذها بعين الاعتبار. شكرا. Merci. Merci. Je vais repasser très rapidement pour 1 minute la parole aux panélistes. Monsieur Clément Voulet, est-ce que vous voulez réagir très rapidement aux interventions? Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Je remercie ceux qui ont intervenu et qui ont réaffirmé une fois encore l'importance de la feuille de route d'Addis Abeba Roadmap et aussi la nécessité de renforcer la collaboration entre la Commission africaine et les commissaires et les procédures des Nations Unies, mais aussi un certain nombre de recommandations qui ont été faites par les organisations de la société civile, y compris la nécessité aussi de renforcer la présence ou l'engagement des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de cette feuille de route. D'aucuns aussi ont parlé également de la nécessité de faire en sorte que nous puissions également renforcer notre collaboration en ce qui concerne les visites pays, et je crois que c'est important. Mais ce que je voudrais dire de surcroît, c'est que, comme je l'ai dit dans mon intervention, cette feuille de route, elle est un success story pour la Commission africaine, la collaboration entre la Commission africaine et les Nations Unies, et elle a inspiré d'ailleurs l'adoption d'une autre feuille de route avec la Commission interaméricaine, et je crois qu'il est important que à la fois la société civile, les représentants étatiques, les bailleurs de fonds aussi puissent soutenir cette action au vu aussi des défis que nous observons sur le continent. Et comme je l'ai souligné d'ailleurs, il est important que nous puissions adopter des stratégies idoines qui nous permettront de faire face à des défis émergents tels que nous avons le cas de la COVID-19 où nous n'avons pas pu mener une action conjointe et tels que aussi les changements climatiques que nous observons. Donc, il y a du travail à faire et j'en appelle aussi au soutien des uns et des autres pour pouvoir faire de cette feuille de route d'Addis Abeba une réalité sur le terrain. Et j'invite aussi tout un chacun à se joindre à nous à la session prochaine de la Commission africaine, que nous espérons elle sera une session en personne. Et je crois que nous sommes tous aussi, nous souhaitons nous retrouver en personne pour pouvoir avoir ces échanges. Et j'ose compter aussi sur les commissaires pour faire en sorte que cette session soit une session en personne afin que nous puissions discuter de ces défis-là et redonner vie à la feuille de route d'Addis Abeba. Merci beaucoup pour l'opportunité, Madame la Vice-présidente. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très rapidement, Madame Mesqueren, est-ce que vous êtes encore avec nous? Un mot de la fin, s'il vous plaît. Très rapidement. Madame Mesqueren, est-ce que vous êtes avec nous? Non, apparemment, je ne la vois pas. Corlette, d'accord, bien. 1 minute, s'il vous plaît, parce que nous sommes pris par le temps. Merci. Allez-y. Allez-y, Madame Mesqueren. Madame Mesqueren, je crois qu'elle a peut-être des problèmes de connexion. On va passer à Madame Corlette, si elle a un mot de la fin pour conclure. Non plus, je ne vois pas Madame Corlette. Madam, I'll take. Yes, oui. I am on.
Corlette, très rapidement, un dernier mot. Allez-y. Okay, thank you very much, ma'am. I would like to take this opportunity to really appreciate the comments from the speakers, from the participants, civil society that contributed. I am in support of the proper review and also to develop new strategies for the new future of the roadmap, because we cannot cast it, cannot be cast in the stone. And then also more collaborations of the African Commission and the UN special mechanism, for example, regarding enactment of laws that contradicts the human dignities that are guaranteed in the African Charter. And then also we want to ensure that the frameworks that we have in the African continent reaches the people on the ground and people benefit without any interference and laws that block that. And the last point is that the follow-ups on concluding observations becomes very, very critical, and then also monitoring implementation of resolutions on the ground becomes very vital for us to move forward. Thank you very much for this opportunity. Merci beaucoup, Corlette. Merci pour votre mot de clôture. Alors, Ms. Keren, vous étiez là avec nous très rapidement. Je vous passe la parole très rapidement. Merci. Thank you very much, Madam Chairperson. Il faut faire vite. Hein. Apparemment, elle a été déconnectée, je crois. Oui. Patientez un peu. Oui, elle va peut-être se reconnecter. Je pense qu'elle a des problèmes. Ouais. Madame Meskeren, on vous a perdu. Sinon, donnez vos conclusions aussi. Oui. Si elle revient. Oui. Voilà, je crois qu'on va conclure. On va conclure très rapidement. Alors, je voudrais à mon tour remercier tous les panélistes autour de la célébration du 10e anniversaire de l'existence de la feuille de route d'Addis Abeba. Je ne serai pas donc très rapidement. J'ai pris bonne note de toutes les recommandations qui ont émergé des présentations, également de ceux qui nous ont interpellés. Je pense notamment aux ONG qui ont pris la parole. Toutes ces recommandations, je vais d'ailleurs demander à ce qu'on puisse nous les envoyer de manière à les inscrire dans ce que certains ont appelé la stratégie de continuité de la feuille de route d'Addis Abeba pour assurer un renforcement réel et une collaboration réelle entre les différents partenaires et les mécanismes spéciaux. Donc voilà ce que je voulais dire en allocution de clôture. Encore une fois, merci à vous tous et j'espère que nous allons nous retrouver, comme disait Monsieur Clément Voulet, au mois d'octobre, certainement en présentiel, je peux l'affirmer. Je le dis sous le contrôle du président, nous allons être en présentiel pour la prochaine session ordinaire et nous aurons donc l'occasion de nous retrouver, de discuter et d'organiser encore un autre panel sur la feuille de route d'Addis Abeba, peut-être avec ce que j'appellerais un plan d'action, un nouveau plan d'action de travail de la feuille de route d'Addis Abeba et encore une fois assurer cette collaboration constante entre les INDH, les ONG et également les deux mécanismes aussi bien onusiens et africains. Merci beaucoup à tous. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Merci à tous les panélistes aussi d'avoir animé ce panel important sur les 10 années de la feuille de route. Nous osons croire que, comme l'a recommandé Corlette, nous aurons une autre réunion entre cette session et celle qui arrive au mois d'octobre. Nous devons nécessairement avoir une réunion pour tabler sur cette question de planification et éviter que nous puissions naviguer à vue, qu'on ait au moins des activités qui sont inscrites dans nos plans d'action, même à mi-parcours, que nous allons exécuter conjointement. Je ferme ce point rapidement. Nous allons vers la fin de la journée d'aujourd'hui. Je vais ouvrir la question sur le point 3, Human Rights Situation in Africa. Mais avant ça, je donne d'abord la parole à l'Érythrée pour son droit de réponse qu'il demande depuis hier. Est-ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient là? Est-ce que son Excellence Binam, ambassadeur Binam, est en ligne? Well, do we have Eritrea online or not?
Electoral. Yes, they are online. We're giving them access. Yes, Mr. Chairperson, we are here. Yes, you can take the floor, Excellency Binyam Bere, on the right to apply, the right to apply. Thank you, Mr. Chairperson. The NGO March for Peace continued its defamation campaign against Eritrea during its statement delivered on 23 April 2022 during the ongoing session of the SHPR under the item Situation of Human Rights in Africa. The said organization falsely accused the state of Eritrea in relation to the attacks on refugee camps in the Tigray region of Ethiopia, while absolving TPLF, the real perpetrator of the gruesome crimes, of accountability and blame. The government of Eritrea in November 2021 stated that it has compiled an extensive report from several Eritreans returned home after TPLF militias targeted the camps in retribution to their military losses in the early periods of the conflict. March for Peace's unfounded allegations demonstrate that the NGO is not concerned about human rights, but has the intent of shielding the TPLF criminal clique from accountability. The SHPR sessions are meant to exchange factual and constructive assessments of the situations of human rights in Africa. However, the above-mentioned NGO has repeatedly abused the platform and spewed unfounded, politicized, biased, and hostile allegations against Eritrea and other states. My delegation is at a loss why an NGO registered and operating outside of the Eastern Africa region is singularly focused on the region and unashamedly peddles baseless allegations against countries of the region. It's imperative to look into what incentivizes the NGO to blame the victims and shield the criminal clique. I thank you, Mr. Chairperson, for the opportunity. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Binyam Ber, pour votre droit de réponse. J'espère que Might for Peace, qui sont omniprésents pendant les sessions, ont pris bonne note de vos arguments en réponse à leurs propres allégations, et la Commission prend bonne note de cet échange entre le gouvernement d'Érythrée et Might for Peace. Merci beaucoup. Je vais donc ouvrir le point 3. Je vais encore appeler l'Égypte pour la situation des droits de l'homme sur le continent. L'Égypte. Are they online? Sinon, je passe parce qu'on va vers la fin de la journée. Si l'Égypte n'est pas là, l'Afrique du Sud, est-ce qu'ils sont connectés? Égypte ou Afrique du Sud? We don't seem to see both of them. Thank you. If they are not online, we will wait. Perhaps they will come tomorrow. We don't have any indication that they are online. We don't see them. Thank you very much. Okay, I open now the list of les institutions nationales des droits de l'homme. Je voudrais appeler Ethiopian Human Rights Commission, Rakeb Mesele, Deputy Chief Commissioner. Rakeb Mesele. Do you see them online? Don't see them. Okay, thank you very much. La deuxième institution que j'appelle, c'est la Commission tanzanienne des droits de l'homme. National Human Rights Institution of Tanzania. Do you see them online, Etoile? No, we don't see them. We were given a name, but we are not finding that person online. We are not seeing anyone. Il faudrait aussi que les ONG qui se font inscrire les INDH, que le nom qu'ils mettent sur le papier d'inscription corresponde au nom qui figure sur l'écran pour faciliter à notre IT Étoile qui ne peut pas chercher parmi 200 personnes rapidement si cette commission est là. Il faudrait que ça puisse correspondre, comme ça lui facilite aussi la tâche. Merci beaucoup.
Ces quelques secondes que nous perdons souvent sont précieuses. Alors, je vais ouvrir la liste des ONG qui attendent depuis longtemps. Je commence par Independent Medical Legal Unit. Gitao Mwangi, numéro d'observateur 450. Independent Medical Legal Unit. L'unité indépendante médico-légale. Independent Medical Legal Unit. No, we don't Do see you see them. them online, Antoine? We don't see them. Très bien. Alors, je prends le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Maximilien Ngombe. Numéro de statut d'observateur 424. Ils ne sont pas là. J'appelle FIACAT et la CAT. No, we don't see them. We don't see those ones. OK. J'appelle FIACAT et la CAT. Je crois que c'est pour une déclaration conjointe et c'est Maria Rarinarironirina. Rarinarironirina. FIACAT et ACAT. Je crois que c'est une déclaration conjointe. We don't see that person. Madame we are not Maria seeing also anything from the chat to indicate that they are online. Numéro de 40. Très bien. J'appelle la 4e ONG, Human Rights Implementation Center. C'est Rachel Muret, numéro du statut d'observateur 497. Hi, I'm here. Can everybody hear me? Thank you. The Human Rights Implementation Center would like to alert the African Commission to ongoing violations occurring in Biafra. The African Commission has adopted provisional measures with respect to the proscription of the indigenous peoples of Biafra. And as the UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary and Arbitrary Executions noted in September 2019, and which we understand is still the situation today, there is no indication of any steps taken to implement this decision, and the repression of the indigenous peoples of Biafra continues. The consequences of this proscription are frequent violations of the rights of their members and those who identify as Biafran. These violations have included torture, ill treatment, enforced disappearances, threats to life, as well as extrajudicial killings and arbitrary arrest and detention. In June 2021, the leader of the indigenous peoples of Biafra, Nnamdi Kanu, was picked up in the airport in Kenya and then found in detention in Abuja, with evidence of torture and ill treatment. There were no formal legal processes or court hearings in Kenya, and on the 29th of June 2021, he appeared without legal representation before the Federal High Court of Abuja on charges of terrorism. In August 2021, a number of the UN Human Rights Special Procedures adopted a joint statement expressing concern at his enforced disappearance and allegations of torture and ill treatment and arbitrary detention. We respectfully call on the African Commission to urgently consider the ongoing violations against Biafrans and to urge the Nigerian government, in line with its obligations under the African Charter on Human and People's Rights, to provide the relatives of those who've disappeared the truth regarding the circumstances of the disappearance, the progress and results of investigations, respond to the UN special procedures regarding the rights of Mr. Kanu, comply with the provisional measures issued by the African Commission, ensure those individuals that are still in detention who have been held on the basis of expressing their support for Biafrans are brought promptly before a judge or immediately released, and provide adequate, effective and comprehensive reparation to all victims of human rights violations. Thank you. Merci, Madame Rachel Muret, pour cette situation au Nigeria, au Biafra, pour les droits des populations de cette partie, torture et détention arbitraire. Il y a un rapporteur pays pour le Nigeria, je crois que c'est l'ancien président Solomon Aele Derso, il suivra ça de près. Nous avons reçu votre déclaration écrite aussi, nous allons l'exploiter. 5e élément, c'est Paradigm Initiative for Information Technology Development, Tobekile Matimbe, numéro statut d'observateur 538.
Electoral, do we have Tobekile Matimbe? We don't see those ones, but we see number 1 and number 2 are now online. Independent Medio and Red H. Ok, nous passons à African Policing Civilian Oversight Forum, APCOF, Louise Edwards. They are online. Est-ce qu'ils sont en ligne? APCOF. We're African here, Honorable Policing Civilian Chairperson. Oversight. Ils sont en ligne? 3 minutes. We're here, Honorable Ok, très bien. Chairperson. 3 minutes. Oui. Thank you, Honourable Chairperson Prenez and la parole, Commissioners. vous avez Our statement concerns 2 issues. First, the continued use of states of emergency or disaster by African states in response to the COVID-19 pandemic. We're particularly concerned about potentially unjustified extensions of states of emergency in a number of African states and about potential abuse of emergency powers to undermine the protection and promotion of human rights. We urge the African Commission to remind states of their obligation to ensure that emergency or disaster measures are temporary, regularly reviewed, and subject to oversight in accordance with Commission Resolution 447. On our second issue, APCOF expresses its ongoing concern about incidences of xenophobic violence in South Africa and the need to urgently address the role of the South African Police Service in the prevention, detection, and resolution of incidents. As the Chairperson will be aware, over the past 10 years, significant efforts have been made, including by the African Commission, to address the drivers and impact of recurrent xenophobic violence. South Africa responded in part by adopting a national action plan to combat racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. While this is a welcome measure, APCOF is deeply concerned that the policy is silent on issues of policing. The role of the police has been overwhelmingly identified as contributing to the challenge of xenophobic violence. This despite South Africa's obligation under the Charter to protect non-nationals against discrimination and to protect their life and properties. Our police continue to undermine the achievements of these protections. Therefore, we call on the Commission to urge South Africa to adopt urgent measures to address the policing of xenophobic violence as part of the National Action Plan and to ensure that the South African police fulfil their obligation to deliver equal and non-discriminatory services to all who reside in the Republic and to protect the right to life and property of non-nationals during violence. I thank you. Merci beaucoup, Tobekile Matimbe, pour... Non, c'est APCOF, hein? Merci beaucoup à APCOF. C'est Louise Edwards pour la situation de xénophobie et intolérance contre les étrangers en Afrique du Sud. Je pense encore une fois, sauf si je me trompe, c'est toujours notre ancien président de la commission, Solomon Ayele Derso, qui est le rapporteur pays de l'Afrique du Sud. Il vous a bien suivi, vous restez en contact avec lui. Transmettez-lui aussi ces éléments-là, la commission les a déjà, et il pourra prendre des mesures qui conviennent et des initiatives conformément aux normes de l'Union africaine. Je vais maintenant appeler Paralegal Advisory Service Institute, Clifford Siska. Paralegal Advisory Service Institute. Est-ce qu'ils sont là? Étoile. Sorry, Chair, we didn't get the speaker. Oui? Ils sont pas là? Sorry, I didn't get the name of the speaker. Sorry, Chair. C'est Paralegal Advisory Service Institute. Yes, they are online. Advisory They are Service online. Institute. Ils peuvent prendre la parole pour 3 minutes. Rapidement. Thank you. Thank you, Chair. The Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates, representatives of national human rights institutions, members of civil society organizations, and distinguished participants. The Paralegal Advisory Service Institute and the Undersigned
signed legal empowerment organization welcome the opportunity to present this statement on the state of access to justice in Africa and its implication on aspiration 3 of the African Union Agenda 2063. The undersigned organization work towards the promotion of people-centered justice and the gender justice in Africa. Honorable Chair, we are concerned that despite commitments made by member states to the African Union and the commendable legal and policy frameworks in respect of the promotion of access to justice and the achievement of gender justice, which most member states have adopted, the lived realities of people on the ground, particularly women, have not been sufficiently impacted by the measures. Honorable Chairperson, the COVID-19 pandemic has taught us important lessons about the effectiveness of our existing structures in preventing and addressing violence against women and the responsiveness and flexibility to our national justice systems in times of crisis. Honorable Chairperson, because of time, we call upon the African Commission to urge African states to explicitly include a target towards promoting people-centered justice in the next 10-year plan of the African Union Agenda 2063 and Aspiration 3 and the promotion of gender justice in order to eliminate violence against women, and Aspiration 6. 2, in accordance with Article 8 of the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights, on the rights of women in Africa, Maputo Protocol, hasten the development and implementation of legal aid laws that recognize and finance the work of community-based paralegals where absent. Number 3. Merci. Siska, merci beaucoup pour... on a pris bonne note de vos recommandations. Tenir compte de l'aspect genre, inscrire la question de justice avec focus genre dans le plan décennal au niveau des États. On a pris bonne note et nous avons aussi la note. Nous allons l'exploiter au niveau de la commission pour voir comment on pourrait tenir compte de ces recommandations. Merci beaucoup pour votre collaboration, votre sens de patience, parce que depuis hier que vous attendiez de prendre la parole. East and On of Africa Human Rights Defenders Project. Jean-Trix Barassa. Numéro de statut d'observateur 359. Est-ce que nous les avons en ligne? Yes, I'm online. Yeah, you have 3 minutes, please. Please respect the time. 3 minutes, John Trix. Thank you, Mr. Chair. All protocols observed. Defenders and African defenders would like to address you yet again on the regression of human rights, particularly civic space in Africa. We want to draw the attention of the plenary to the ramped up restrictions on civic space we have witnessed over the past months. Elections that have been conducted or have been slated to happen across Africa have seen serious infringements on civic space, particularly in Zimbabwe, where there are reports of increasing political violence, irregularities with voting registration, arbitrary arrests of key political actors, and so on in the run-up to the by-elections. These trends are especially worrying since the by-elections could set a precedence for the electoral climate ahead of the general elections in 2023. We've also witnessed an increase in disinformation and misinformation campaigns in Kenya, which are aimed to exacerbate existing political and intercommunal tensions in the country ahead of the elections. Moreover, there have been reports of extrajudicial killings and enforced disappearances of political actors,
Like many African states, the political landscape in both countries has been characterized by political violence, which remains inadequately unaddressed or investigated. Honorable Chairperson, we reiterate our concern for the worrying trend of successful and unsuccessful and constitutional coups in the continent. As we speak, military officials continue to utilize heavy-handed methods to crack down on peaceful civilian protesters. And in Sudan, we welcome this Commission's resolution 510 on the deterioration of the human rights situation since the military takeover, and urge this Commission to follow up on their call to the AU, IGAD, and UN to ensure there's restoration of stability in the country. We encourage the Commission to work in close cooperation with Adama Dieng, the UN High Commissioner designated expert on human rights in Sudan. Because of time. Merci beaucoup, Jean-Trix Barassa, au nom de Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project. On a pris bonne note de tous ces éléments. Et les rapporteurs pays du Soudan prendront contact avec vous. Je crois que c'est le commissaire Atem Essayem qui est en charge de cette question, la situation des droits de l'homme au Soudan. Il prendra contact avec vous parce qu'il aura cette note que vous avez transmise à la commission. Center for Rights Education and Awareness. Isabella Mwangi, numéro de statut d'observateur 526. Etuel, do we have Center for Rights Education and Awareness? We don't see them online. They are not online. Okay. Minority Rights Group International. Minority Rights Group International. Est-ce qu'ils sont en ligne? Minority Rights Yes, Group they are online. International. They are online. They are online. Qu'ils prennent la parole pour 3 minutes. Thank you very much, Honorable Chairperson of the African Commission. Honorable members of the Commission, honorable representatives of state, and esteemed colleagues of international and national NGOs. My name is Samuel Ade, and I thank you for the opportunity to make this statement on behalf of Minority Rights Group International, Dami Youth Development Organization, and Puntland Minority Women Development Organization regarding the human rights of minorities and indigenous communities we work with in Africa. My statement is going to concern 2 countries in particular. That will be the Democratic Republic of Congo and Somalia. I will start with the Democratic Republic of Congo. Minority Rights Group is greatly concerned about the wave of violence, atrocities, and human rights violations against the Batuan community in South Kivu of the Democratic Republic of Congo in the name of fortress conservation. Between July and December 2021, Batuan community members who had returned to their ancestral land inside the Kahuzi Bega National Park following the eviction in the 70s were again targeted in major assaults by a joint contingent of park paramilitary operatives and the Congolese military. Several attacks documented, park guards and soldiers opened fire on unarmed civilians with automatic rifles before shelling the villages and burning them to the ground. In the attacks, many Batuan women were group raped in a ferocious manner, including a 17-year-old girl, and 2 of the rape victims died after the incident. Many Batuan men were also killed execution style, while others were injured. Guards and soldiers who took part in these attacks mutilated the corpses of dead Batuans and decapitated at least 1 person. 2 children were intentionally burnt alive when park guards and soldiers set fire to their home and shut the door when the children tried to escape the fire. Minority Rights Group takes note that the park guards and soldiers who carry out these attacks were funded or are funded by the United States Agency for International Aid, the German Development Bank, and many other international donors. Minority Rights Group is gravely concerned that despite several reports that document these atrocities and human rights violations against the Batuan, no independent investigation has been conducted to hold the perpetrators accountable, and no solution has been proffered to resolve the plight of the Batuan community.
On Somalia, minority rights group is concerned that minorities continue to face discrimination in the distribution of aid. The ongoing drought in Somalia is exacerbating the previous marginalization of minority clans. Additional displacement has occurred, resulting in higher numbers of people dependent on aid. In such conditions, aid diversion away from minorities to the benefit of others has the potential to increase the plight of minorities. Minority rights group notes with concern the tragic impact of the major fire which destroyed the main market and trade hub of Hargeisa, and reports that minority clan traders and service suppliers have not received emergency support on a par with others also affected. In this light, minority rights groups respectfully ask the Commission. Il faut conclure, on est à la fin, s'il te plaît. Thank you very much. Among the several recommendations that are contained in the statement which has been submitted, Minority Rights Group humbly asks the Commission to urge the Democratic Republic of Congo to legally recognize, respect, and protect the Batuans' collective right to self-determination, free, prior, and informed consent, rights, and customary ownership of ancestral lands. And also to ask the government of Somalia to ensure fair, transparent, and equal treatments of all Somalis, including minorities, when relief is organized in such circumstances. Thank you very much, sir. Merci beaucoup, Samuel Dassi. Je t'adresse mes salutations. Ça faisait aussi longtemps que je te vis parce qu'on a travaillé ensemble, je pense, dans le groupe de travail sur les populations autochtones. Je suis heureux de t'entendre encore. Alors, je vais passer la parole maintenant à Southern Africa Litigation Center. C'est Anam Nolait Chalmers. Do we have them online as well? They are not online. We don't see them online. Très bien. Alors, on va passer la parole à Doula Omar Institute. Kristen Peterson. Are they online? No, they are not online. They are not online. Très bien. Je passe la parole à la FIDH. Victoire Dumière. Victoire Dumière. Ils sont en ligne? Je viens d'avoir Il reste une ONG et on termine. Est-ce que vous m'entendez bien? Victoire Dumière, FIDH. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez la parole pour 3 minutes maximum. Respectez le temps, s'il vous plaît. 3 minutes. Donc, je vais procéder à une intervention orale sur la République démocratique du Congo. Alors que la République démocratique du Congo, RDC, est entrée dans la période préélectorale avec des élections générales prévues pour 2023 et qu'une session parlementaire est en cours depuis le mois de mars 2022, la FIDH, la Ligue des électeurs, la ZADO et le groupe Lotus notent avec préoccupation un rétrécissement de l'espace civique et démocratique qui se traduit par de nombreux cas d'atteinte à la liberté de mouvement et au droit à la liberté à l'encontre d'opposants politiques, mais aussi de défenseurs et défenseuses des droits humains et de journalistes. Ces atteintes sont d'autant plus nombreuses dans les provinces et notamment en Ituri et Nord Kivu, visées depuis 2021 par l'état de siège. Au mois de novembre 2021, ce sont 13 militants de la Lucha qui ont été arrêtés arbitrairement et illégalement détenus pendant 12 mois à Beni. Le 24 janvier 2022, un autre militant, Mumbere Ushindi, a été tué par la police. Sans plus attendre, les autorités congolaises doivent rétablir la confiance de la population envers certaines de ces institutions, à commencer par la CENI. Nos organisations rappellent leur attachement à ce que les élections se tiennent dans des délais constitutionnels. Par conséquent, il est primordial que la réforme de la loi électorale, la question de la représentation politique des femmes aux élections et la loi sur la protection des défenseurs et défenseuses soient discutées lors de la session parlementaire qui se tient actuellement à RDC. En outre, nos organisations dénoncent la tentative de renouvellement tacite des membres de la CNDH, dont le mandat a expiré en 2020. En matière de lutte contre l'impunité, nos organisations encouragent les autorités nationales à maintenir leurs efforts pour poursuivre les responsables des crimes les plus graves commis depuis plusieurs années et saluent les efforts de la RDC en matière de justice transitionnelle. La FIDH, la Ligue des électeurs, la ZADO et le groupe Lotus saluent la réouverture du procès dans l'affaire Chebeya Bazana, mais appellent les autorités nationales à acter la révocation de John Numbi pour que celui-ci puisse comparaître devant la justice le cas échéant.
Nos organisations constatent que la volonté politique continue de faire défaut, notamment dans le cas de Yumbi et les cas au Kasaï, pour juger les plus hauts responsables dans ces dossiers, dont certains exercent toujours des fonctions au sein de l'appareil étatique ou sécuritaire. Ainsi, les efforts pris par le gouvernement congolais depuis le début de son mandat doivent être accentués et une attention particulière à la situation des droits humains est requise à l'approche de l'échéance électorale pour veiller au respect de l'état de droit et des principes démocratiques en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lumière Victoire. La rapporteure pays sur la République démocratique du Congo, c'est la commissaire Marie-Louise Abomo. Je crois qu'elle a pris bonne note de toutes ces allégations que vous avez formulées, que vous avez mis sur la table de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle pourrait entreprendre des actions qui conviennent, tout comme je l'interpelle aussi sur la situation des Batois en RDC, suivant les allégations formulées par Samuel Adendassi de Minority Rights Group International. Merci beaucoup. Et la commissaire Marie-Louise Abomo a pris bonne note. La dernière organisation non gouvernementale de cet après-midi, c'est Equality Now, et j'appelle Kanyali Mwikia. Kanyali Mwikia. Numéro de statut d'observateur 281. Electoral, do we have Equality Now? They are not online. They are not online. OK. Avec ça, nous avons terminé, je pense, pour aujourd'hui. Il n'y a pas une autre ONG qui est inscrite. On a appelé les 2 États qui étaient inscrits. Ils n'étaient pas là. Ils pourraient revenir demain. Et l'Érythrée a fait son droit de réponse. Mesdames et messieurs les commissaires, je tiens sincèrement à vous remercier encore une fois pour votre disponibilité à cette journée du 27 avril, ce mercredi 27 avril. Suivant l'agenda qui vous a été proposé ce matin, agenda que nous venons d'épuiser valablement avec les 2 panels, la situation des droits de l'homme sur le continent, le rapport sur les personnes handicapées et personnes âgées et le rapport sur liberté d'expression en Afrique, le droit à l'information en Afrique. Merci beaucoup à vous tous. Je remercie également tous les panélistes qui nous ont accompagnés, particulièrement l'ambassadeur Bankole qui a été avec nous cet après-midi. Je remercie aussi les membres du secrétariat ainsi que les interprètes. Nous allons nous retrouver demain à la même heure avec la même énergie pour poursuivre le travail que nous faisons. N'oublions pas, l'Afrique que nous voulons n'est pas celle que nous avons, mais l'Afrique que nous aurons demain sera celle que nous sommes en train de construire et de créer aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi et à demain matin. Au revoir.